c'est que la centrale est extrêmement surveillée. Pour vous donner une idée, une centrale normale, il y a à peu près 20 000 prélèvements dans l'environnement qui sont faits, dans l'eau, l'herbe, le lait des animaux, s'il y a des fermes à proximité. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement mesuré. Et donc, on a les process pour mesurer tous ces impacts, pour rendre ces informations disponibles. Et voilà, je voulais vous donner ces informations qui étaient importantes parce que j'ai vu que ça venait beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai encore beaucoup d'informations. Oui, alors je voulais vous dire aussi sur ce sujet de la transparence que il y a une règle en France sur la transparence des installations nucléaires, ce qui fait que chaque anomalie qui se passe dans le fonctionnement d'une centrale doit être déclarée à l'autorité de sûreté. Donc les centrales nucléaires en France, même s'il n'y a aucun impact sur la sûreté, elles déclarent environ 1 000 anomalies par an. Donc vous allez dont l'essentiel, enfin plus de 90%, c'est des anomalies de niveau zéro. Vous allez me dire, mais ça fait beaucoup. En fait, un programme qualité, pour ceux d'entre vous qui travaillent en entreprise, un programme qualité, il doit mesurer toutes les petites choses sur une installation. Autrement, il ne fonctionne pas. Parce que ces petites choses permettent de réfléchir à prévenir des choses plus importantes. Donc, c'est un process sain de, de pouvoir regarder toutes les petites anomalies pour évaluer bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être plus grave sur l'installation. Donc, c'est un process tout à fait sain. Et aussi, du coup, on peut entendre parler beaucoup des centrales nucléaires parce que, évidemment, comme elle déclare tout le temps, et elle est vraiment la seule industrie à faire ça parce qu'elle a ses obligations légales, elle déclare beaucoup, mais c'est parce que, justement, elle est complètement transparente. Voilà, ça, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Donc, j'ai pas répondu à toutes vos questions, donc je reste là, mais c'était les choses sur lesquelles je voulais vous parler ce matin. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Faudon. On va donner la parole à la salle. Et est-ce qu'il y a déjà des questions? Je viens avec le micro pour vous aider. On va demander à Madame Faudon si elle nous entend bien. Elle nous entend. Oui, je vous entends bien. Vous avez parlé de 20 000 contrôles. C'est tous les combien de temps? C'est par an? C'est C'est par an, exactement. Donc, vous avez les propres laboratoires EDF et d'autres laboratoires. Moi, par exemple, il y a 2 ans, j'avais visité l'école à l'IMT, l'ancienne école des mines de Lyon. Il y a un laboratoire de Nantes, un laboratoire qui s'appelle Subatec. Donc, ils reçoivent tous ces échantillons. On les voit. Il y a de l'herbe, du lait, de l'eau. Et tous ces échantillons sont analysés. Il faut savoir que même pour des habitants qui habitent près des centrales, ils reçoivent très très peu de radioactivité. En fait, c'est presque négligeable par rapport à la radioactivité qu'on reçoit d'autres moyens. Vous savez, bon, ça dépend de là où on vit en France, mais qu'il y a de la radioactivité naturelle. Mais l'essentiel de la radioactivité qu'on reçoit, c'est par des interventions médicales. En France, en fait, ce sont les statistiques qu'on a. Deuxième question, j'arrive. Juste une question. Quel est l'intérêt ou le plus gros risque le nucléaire? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'un plus gros risque que le nucléaire, mais je ne crois pas avoir entendu là-dessus. Excusez-moi, mais j'ai pas entendu la fin de votre question. Alors, j'ai pas parlé de haut risque, j'ai parlé de danger. Et j'ai dit justement, c'est que pour moi, c'est un exemple de cas où quelque chose de dangereux, enfin, je pensais aux déchets à haute activité, peuvent avoir un risque extrêmement faible. Parce qu'en fait, je pense que il faut voir que en fait, le danger, comme je disais, c'est quelque chose d'intrinsèque. Je ne sais pas si je réponds à votre question, hein, mais le danger, c'est quelque chose d'intrinsèque. Mais en fait, on a des méthodes de gestion du danger puisqu'on a développé des technologies pour gérer les matières dangereuses. On gère des matières dangereuses tout le temps, toute la journée. Et on transporte du gaz dans toute la France. Voilà, dans des tuyaux de gaz, on a des tuyaux de gaz dans les bâtiments. Là, moi, je suis à Paris, donc on sait gérer des choses dangereuses. Voilà. Et typiquement, le nucléaire, c'est quelque chose où on sait gérer tout un tas de dangers
Donc, je parlais des dangers des déchets. Bah, c'est typiquement quelque chose qu'on gère très bien, particulièrement en France. On gère très, très bien les déchets nucléaires. De telle manière à ce qu'ils n'ont, comme je disais, aucun impact avec la biosphère, c'est-à-dire ni les animaux, ni les êtres humains ne sont en contact en France avec des déchets haute activité. C'est bon, je vous remercie. Moi, j'avais deux questions. Pardon. En cas de problème très important, vous avez parlé, par exemple, le fleuve, le Rhône, s'il y avait un souci, on pouvait fermer l'EPR assez rapidement. Si on doit d'un coup cesser l'activité des EPR, quelle est la durée pour pour cesser l'activité et qui sont coupés totalement et qui n'ont plus besoin de refroidir, de s'en occuper? C'est Ah, la première question. en effet. Alors, en fait, on peut arrêter un réacteur immédiatement, on fait tomber des barres de contrôle. Par contre, la réaction en chaîne s'arrête, mais il faut continuer à refroidir le réacteur. Donc, pour ça, on a besoin d'eau et d'électricité. Et il faut, disons, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les courbes exponentielles, mais bon, c'est une courbe exponentielle, c'est-à-dire que ça va très vite, c'est-à-dire qu'en 3 jours, on a fait déjà baisser la radioactivité de manière extrêmement importante. Parce que ce qui se passe, en fait, quand vous avez une réaction en chaîne, vous avez par exemple un noyau qui se coupe en morceaux, c'est la fission nucléaire, qui crée des neutrons qui vont percuter un autre noyau qui va se couper en deux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand on arrête la réaction, ce type de réaction s'arrête, mais vous avez encore des éléments qui ont été coupés en morceaux qui continuent à se désintégrer, à créer de la chaleur. Donc c'est important d'évacuer cette chaleur-là. Et on a des dispositifs, on a énormément de redondance, c'est-à-dire sur un site nucléaire, particulièrement l'EPR. On a énormément de moyens, même si on est coupé du réseau, on a des moyens propres pour continuer à avoir de l'électricité. On a de l'eau sur le site. Et même si on n'en avait plus, parce que le principe de la sûreté nucléaire, c'est qu'on imagine, bah, tiens, on a ce moyen, et bah, s'il ne fonctionnait pas, on utilisera celui-là, et si ça ne fonctionne pas, on n'utilisera plus ça. On peut même amener des moyens mobiles, puisqu'on a aujourd'hui maintenant en France, depuis 10 ans, une force d'action rapide nucléaire qui est équipée de moyens mobiles, qui peut apporter encore des moyens électriques et, et d'eau. Je voulais vous dire qu'en fait, ce que vous décrivez est arrivé l'année dernière en Ukraine, parce que en Ukraine, les Russes ont bombardé un barrage, ce qui est d'ailleurs interdit dans les règles des accords de Genève, sur le Dniepr. Et donc, la centrale, le niveau d'eau a baissé, là où la centrale de Zaporizhzhia puisait son eau. Elle puisait son eau dans un lac et le niveau d'eau du lac a baissé. Et en fait, elle a continué à fonctionner sur ses moyens propres. C'était une centrale qui est extrêmement bien équipée, moins équipée que le PR2 qu'on va construire. Enfin, elle était déjà extrêmement bien équipée et donc voilà, il n'y a pas eu de difficulté. Donc dans les scénarios que les spécialistes de la sûreté utilisent, ils imaginent tout un tas de scénarios pour s'assurer justement que tous les moyens sont disponibles sur le site pour pouvoir continuer à refroidir. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, parce qu'on ne le sait pas forcément, moi j'ai appris récemment, parce que c'est pas mon domaine de l'hydroélectricité, c'est que les fleuves sont extrêmement aménagés, que le débit du Rhône, finalement, je dirais qu'il est décidé grâce à tous les barrages et toutes les retenues qu'on a en amont. Donc je pense que ce point-là est quand même assez peu probable, voilà. Mais en tout cas, la centrale est prête s'il y avait le... Madame Faudon, vous avez dit qu'au bout de 3 jours, on a déjà bien diminué la température, mais refroidi pendant combien de temps en fait? La radioactivité, ah oui, la radioactivité. Ah, on refroidit tout le temps en fait, hein, jusqu'à ce qu'on ait évacué le combustible. Par exemple, dans les piscines de combustible usagés, on continue à refroidir. Voilà. Merci. Et j'avais une deuxième question sur les déchets. Donc, vous avez Oui. dit qu'on les gère, qu'on les stocke, etc.
Est-ce que c'est fait en France? Est-ce que c'est nous qui avons le contrôle sur le, la façon dont on gère ces déchets? Est-ce qu'on a la gouvernance totale en France sur cette gestion de déchets nucléaires? Merci. Il est interdit d'exporter un déchet. Donc, c'est la loi. Donc, on a une filière complète en France et particulièrement performante puisqu'on sur des combustibles usés. Donc, je parlais par exemple de ces combustibles qu'on continue à refroidir, donc qui sont à un moment transportés dans une autre piscine qui se situe dans le Cotentin à La Hague. Et là, on recycle, c'est-à-dire qu'on sépare les différentes matières des combustibles usés et on est capable de reproduire de l'électricité avec ces matières. Aujourd'hui, 10% de l'électricité nucléaire produite en France, elle est produite avec des matières réutilisées à partir de combustibles usés. Et l'objectif qu'on a, c'est de monter à 25% au début des années 2030. Et pour aller encore plus loin et pouvoir réutiliser une partie encore plus grande des matières, on doit développer de nouvelles technologies. Voilà. C'est bon pour la réponse? Juste ce qui reste, qui n'est pas recyclé, c'est Et ce qui reste, et donc stocké, c'est la suite de la question, ce qui reste en bout de chaîne, est-ce que vous pouvez Ah oui. expliquer? Donc, ce qui reste en bout de chaîne, donc typiquement sur un combustible usé, là, je vous parle des déchets les plus radioactifs, hein, parce qu'il y a différentes catégories de déchets en fonction de leur niveau de radioactivité et leur demi-vie, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la radioactivité décroît dans le temps. Donc, sur des combustibles usés, il y a vraiment 4% qu'on ne peut pas réutiliser. Donc, ces 4% sont mis dans des verres. Ça s'appelle un processus qui s'appelle la vitrification, puis après dans un conteneur en acier. Actuellement, ils sont entreposés dans le Cotentin à La Hague. On a en fait un bâtiment qui contient tous les déchets ultimes, on appelle ça, depuis 40 ans. Et il y a ce projet euh, dans le Grand Est de la France de les stocker définitivement à 500 mètres sous terre. C'est ce projet qui s'appelle CIGEO, qui est à Bure. Voilà. Et c'est une couche d'argile profonde et extrêmement étanche parce que ce qui compte pour que les déchets ne migrent pas, c'est qu'il n'y ait pas d'eau. Donc, c'est une couche qui a plusieurs millions d'années et qui a très peu d'eau, donc qui a les qualités qu'on cherche pour confiner ces déchets, pour pas à ce que les générations futures n'aient à les gérer. Ok, c'est la question suivante, merci. Je voulais revenir sur les risques bénéfices dont vous avez parlé tout à l'heure. Et par rapport au nucléaire, bon, d'une part, EDF nous demande de faire baisser nos consommations, et puis elle a un programme de développement de PR. Donc ça me semble déjà un peu antagoniste. Et est-ce qu'on n'améliorerait pas les bénéfices et tout en diminuant les risques, justement en allant plutôt vers moins de consommation et moins de construction? Si j'élimine une bouteille d'eau de Javel chez moi ou complètement l'eau de Javel, voilà. Alors oui, alors vous avez, je vois qu'il y a Yves Marignac qui a parlé derrière moi, c'est un peu pour moi le grand spécialiste des enjeux de sobriété et d'efficacité. Oui, alors évidemment, alors, l'électricité et l'énergie, il faut l'utiliser de manière efficace, de manière sobre. Mais l'enjeu qu'on a, c'est qu'on a encore 60% de notre consommation énergétique qui vient des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, par exemple, dans les véhicules. C'est le grand consommateur de pétrole, c'est quand même la voiture individuelle, les camions. Et puis le gaz, on utilise beaucoup dans l'industrie et encore dans le chauffage. Et ces énergies fossiles, elles ont deux mauvaises caractéristiques. La première, c'est qu'elles sont très émettrices de gaz à effet de serre, donc elles sont mauvaises pour le climat. Et la seconde, c'est qu'elles sont importées, donc ça nous coûte extrêmement cher et ça nous met dans des dépendances importantes vis-à-vis de pays dont on n'a pas forcément envie d'être dépendant, comme la Russie par exemple, ou d'autres. Donc en fait, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on doit
à la fois être très sobre dans la manière dont on utilise cette électricité, mais on doit finalement quand même augmenter notre consommation d'électricité parce que elle va remplacer ces énergies fossiles qu'on ne veut plus utiliser. Donc, dans les grands exemples que vous connaissez, bien sûr, vous avez la voiture électrique, le transport électrique, les transports en commun qui sont électrifiés en France pour la plupart. Vous avez, par exemple, dans des usines, remplacer des brûleurs de gaz par des fours électriques. Euh, voilà, donc vous avez, par exemple, dans le chauffage, il y a l'utilisation des pompes à chaleur qui aussi utilisent l'électricité. Donc, en fait, au bout du compte, même si on fait très attention sur la manière dont on l'utilise, et bien sûr, par exemple, on rénove les logements, on utilise des équipements qui sont efficaces, et ben, en fait, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'électricité. Pour vous donner une idée, l'électricité aujourd'hui, c'est à peu près un quart de notre consommation énergétique, et on doit doubler cette part de notre consommation dans les 20 prochaines années. Donc, on aura besoin de beaucoup d'électricité. Voilà. Donc, c'est pour se débarrasser des énergies fossiles qui nous font courir, comme je vous disais, deux dangers graves. Le premier, c'est évidemment le changement climatique, et le second, c'est la dépendance vis-à-vis de pays dont on n'a pas envie de dépendre. Et puis, ok, ça nous coûte extrêmement cher. Dans la crise ukrainienne, à un moment donné, pour vous dire, on a emporté pour 100 milliards notre facture énergétique extérieure, elle était de 100 milliards. Et pour vous donner une idée, parce que j'anticipe ce fait que Yves va vous dire que peut-être l'uranium est importé, que la facture en uranium, c'est moins d'1 milliard d'euros. Voilà. Pour vous donner à peu près une idée, 100 milliards d'euros, alors c'est un peu caricatural parce que je prends l'année la pire qui est 2022, mais on était à 100 milliards d'euros d'import d'électricité et de gaz, et on est à peu près à moins d'1 milliard d'import d'uranium, sachant qu'on a plusieurs années, ça dépend comment on compte, mais on a à peu près 10 ans de stock d'uranium sur notre sol parce que c'est tellement dense qu'on peut le stocker, alors qu'effectivement le gaz, on ne peut pas stocker plus que plusieurs mois de gaz, c'est très volumique, alors que l'uranium, on peut vraiment le stocker, on peut le recycler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a énormément de matière sur notre sol qui nous prime. Et l'autre chose, ça, je vous dis, ça c'est très important parce que vous savez, quand on dit oui, la Chine, elle domine les terres rares, on entend souvent parler. Et ce qu'elle domine, c'est pas les terres rares, c'est pas le minerai lui-même. Ce qu'elle domine, c'est la chaîne de transformation chimique entre le moment où vous avez le minerai et le moment où vous pouvez l'utiliser. Et ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'en France, on a une chaîne complète, c'est-à-dire à partir du moment où on reçoit le minerai, on a plusieurs usines qui nous permettent de transformer. Elles ont été renouvelées il n'y a pas longtemps. Ça commence à Malvézy, près de Perpignan. Ensuite, dans la vallée du Rhône, au Tricastin, on continue le traitement chimique et l'enrichissement de l'uranium. Et pas très loin non plus, à Romans-sur-Isère, c'est là qu'on fait le combustible nucléaire des centrales. Donc, on a vraiment nos propres usines. On est vraiment indépendant. Alors, il nous reste quelques minutes encore. J'ai une question ici. On va essayer de faire un petit peu rapide pour les réponses parce que je vois qu'il y a encore un autre doigt qui se lève. Ah, Oui, c'était moi. Oui, du coup, merci pour les réponses. Bonjour aussi. Moi, j'avais une question parce qu'on a beaucoup parlé de refroidissement jusqu'à maintenant. Et on a compris que c'était un truc qui était quand même vachement important pour le fonctionnement d'une centrale. Mais vous m'avez offert une super transition en parlant de réchauffement climatique. Et je me dis, comme on va être soumis à des températures de plus en plus importantes, des canicules de plus en plus importantes, et donc potentiellement un risque de devoir, par exemple, arrêter ou avoir des difficultés à refroidir les centrales peut-être de plus en plus important. Comment cette question-là est abordée chez EDF? Peut-être que on construit des trucs en plus qui vont produire plus d'énergie, mais par rapport au changement climatique, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de ne pas pouvoir produire correctement ou pas pouvoir refroidir correctement? Absolument. merci Alors, beaucoup. en fait, Pardon, répondre en juste une petite minute pour que j'ai le temps. alors, une centrale nucléaire, elle peut fonctionner avec de l'eau chaude, en fait. Vous avez, par exemple, les EPR qui sont construits en Chine, ils sont dans une zone tropicale, ils sont pas loin de Hong Kong. Donc, l'eau est chaude, c'est de l'eau tropicale. Vous avez une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis, je peux vous dire qu'il fait vraiment très, très chaud là-bas. Voilà. Donc, on sait faire opérer une centrale nucléaire dans des régions chaudes. Donc, ça, on le sait. La question qui se pose sur la centrale du budget, et je l'ai vu d'ailleurs dans vos questions, c'est est-ce qu'on réchauffe l'eau du fleuve?
Alors, en fait, la présence d'aéroréfrigérants, justement, sur ces deux nouvelles unités, permettent de rejeter une partie de cette chaleur dans l'air plutôt que de la rejeter dans le fleuve. Donc maintenant, il y a des règles sur la quantité de chaleur que peut rejeter la centrale dans le fleuve. Ce que je voulais vous dire, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est extrêmement important, c'est que souvent on entend dans l'été, on dit ah mais les centrales nucléaires peuvent s'arrêter. Alors, elles peuvent s'arrêter l'été. Il faut savoir que c'est pas du tout un enjeu de sécurité d'approvisionnement pour la France, parce qu'en été, la consommation d'électricité en France est moitié moins grande qu'en hiver. C'est vraiment en hiver qu'on a besoin des centrales nucléaires, parce qu'à cause de la température, on consomme plus d'électricité, et puis aussi la nuit est plus longue, et donc on consomme beaucoup plus d'électricité en hiver qu'en été, le double à peu près. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des centrales font leur maintenance, leur changement de combustible, leurs travaux de maintenance et de vérification l'été. C'est pour qu'elles soient disponibles l'hiver quand on a besoin d'elles. Voilà. Voilà. Merci. On va passer à la toute dernière question. Il nous reste 1 minute. Bonjour. Moi, c'était par rapport au mix électrique. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce qu'on entend aussi de géothermie, d'éolien, voilà. Est-ce que vous pensez que le nucléaire doit remplacer tout ça ou est-ce qu'il y a vraiment un mix électrique qui est possible et à quel est le pourcentage, enfin, quel serait le pourcentage du nucléaire pour vous? Et puis j'avais une deuxième question vite fait sur les risques sismiques. Est-ce que c'est analysé les risques sismiques? Voilà, merci. Alors, oui, nous, on est une association scientifique, donc on se base sur les scénarios officiels qui sont faits par les grandes institutions, et tous les scénarios officiels voient un mix électrique diversifié avec des renouvelables, ben, de l'hydro, du solaire, de l'éolien et du nucléaire. Alors, la question de quel doit être le mix, c'est une excellente question. Bah, c'est quelque chose qui est en train de changer, parce qu'en fait, maintenant, il ne faut plus penser au mix français, je dirais. On est vraiment sur des systèmes de mix européens, parce qu'on est complètement interconnecté avec nos voisins. Alors, particulièrement votre région, puisque votre région, c'est un peu le château d'eau électrique de l'Europe, puisque vous êtes, en particulier, vous alimentez beaucoup la Suisse et beaucoup l'Italie. L'Italie porte beaucoup d'électricité de France. Et il y a, les derniers scénarios, ils sont européens. Et on voit que, en fait, même si c'est difficile de répondre à quelle est la bonne quantité de nucléaire, on voit qu'on a besoin d'un socle pilotable, c'est-à-dire d'électricité qui fonctionne, qui est à la fois propre, mais qui fonctionne 24 heures sur 24. Parce que, en fait, plus on diminue ce socle pilotable, alors c'est l'hydro et le nucléaire, hein, en gros, plus les coûts, d'autres coûts deviennent très élevés. En particulier, on a besoin de plus de lignes à haute tension, on a besoin de plein de moyens d'équilibrage. Et c'est en fait aujourd'hui ce qui compte, c'est le coût total du système électrique. Et plus il y a de pilotable dans le système électrique, moins le coût total est élevé. Voilà. Ah, Donc, évidemment, des grands débats techniques sur conclusion. le sujet, mais voilà. Et attends, Merci. vous aviez une autre question? Euh, Les séismes. Très, très Ah, rapide. oui, donc le réacteur EPR, il est en effet conçu pour les séismes. Alors, initialement, en fait, il était surtout, on a découvert ça au moment de l'accident de Fukushima, parce qu'on étudiait vraiment la structure dans un environnement Fukushima. J'étais chez Areva à cette époque. En fait, il peut se prendre un avion sur... Un avion, vous savez, il a été étudié pour les chutes d'avion. Donc, quand il y a une chute d'avion, toute la structure bouge. Et il sait résister à des mouvements. Et d'ailleurs, quand on est actuellement, par exemple, depuis un certain temps en négociation avec les Indiens pour construire 6 EPR en Inde, et donc énormément d'études sismiques sur le projet, pour le projet indien, où l'exposition sismique est bien supérieure à celle de la France. Voilà. Et toutes les études montrent que, enfin, c'est une structure qui a été vraiment conçue dès le départ pour pouvoir justement s'adapter à ces conditions difficiles. Voilà. Merci. Très, très volontiers, merci beaucoup. Et donc, bonjour à toutes et tous. Et pardon de ne pas être avec vous, j'avais prévu de le faire
Par respect pour l'engagement en fait que vous mettez dans cette démocratie participative, mais finalement ça n'a pas été possible. J'ai essentiellement trois points à apporter pour mettre un peu les choses en perspective, mais évidemment j'ai aussi pris connaissance de vos questions et on pourra y revenir dans la discussion. J'ai entendu également les questions que vous venez de poser et je vais peut-être, dès ma présentation, répondre à certaines d'entre elles. En commençant en fait par l'idée justement que, de mon point de vue, les risques dont on parle avec ces deux nouveaux réacteurs sont non nécessaires. Et ça rejoint une question que vous venez de poser à Madame Faudon et à laquelle je pense qu'elle n'a pas répondu correctement. Je vais le dire comme ça, hein, parce que elle vient de vous dire tous les scénarios officiels prévoient un mix avec des renouvelables et du nucléaire. C'est aussi ce qu'a affirmé le président de la République hein, lors de son fameux discours de Belfort où il a lancé ce grand programme nucléaire. Il a dit aucun expert ne croit à la possibilité du 100% renouvelable. Bah, en fait, si, je ne parle pas ici du scénario de l'association Négawatt, hein, qui est un scénario d'experts, je pense. J'ai oublié de préciser que je travaille effectivement pour cette association qui produit des scénarios de transition énergétique pour la France et l'Europe et des propositions notamment de politique publique pour atteindre la neutralité carbone, etc. Mais là, je parle de scénarios officiels, des scénarios produits par l'ADEME et par RTE, qui tous les deux contiennent des trajectoires sans nouveaux réacteurs nucléaires et montrent que ces trajectoires sont proches. L'un dit plus intéressante économiquement, l'autre dit moins intéressante économiquement, mais sont proches de trajectoires avec du nouveau nucléaire. Et puis plus largement, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup d'études, de rapports, de scénarios à différentes échelles qui vont de plus en plus dans le sens de la faisabilité de ce 100% renouvelable. Et au niveau européen et mondial, c'est clairement de ce côté-là qui est la dynamique d'investissement et de déploiement. Donc voilà, ce risque, si on intègre les options de maîtrise de la demande qui ont été évoquées et la faisabilité du 100% renouvelable, n'est pas nécessaire. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, et je crois que Valérie Faudon l'a déjà fait peut-être dans les toutes premières minutes que j'ai loupées, mais elle l'a rementionné ensuite, c'est la notion de potentiel de danger et de maîtrise du risque. Alors j'ai repris ici, parce que ça m'a vraiment étonné de l'avoir illustré ainsi, la représentation fournie dans le dossier du maître d'ouvrage de l'ensemble des équipements, on va dire, du réacteur EPR2. On y voit effectivement figurer le bâtiment réacteur. Alors, on ne voit pas précisément la cuve, mais on la devine. Et la cuve du réacteur, effectivement, elle délivre une puissance thermique considérable. Elle contient une quantité de combustible considérable. On ne voit pas figurer sur ce plan, et il y est fait très peu référence dans le dossier, la piscine de désactivation. Alors, la piscine, c'est l'endroit où on met notamment le combustible usé qui reste très chaud, avec un besoin de refroidir, avec un risque, si on perd l'eau, de feu des gaines de zirconium qui entourent les pastilles de combustible, et avec un risque de dégagement de chaleur et de radioactivité au moins aussi important en termes de potentiel que celui d'une fusion du cœur. Donc c'est quelque chose d'absolument non négligeable. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, je pense, c'est de considérer qu'effectivement, entre cette concentration d'une puissance thermique très forte, d'une matière réactive et fortement radioactive, on a dans cette installation un potentiel de danger très élevé. Alors c'est toujours difficile de faire des comparaisons, mais il est quand même relativement inégalé et en tout cas, il est plus élevé que dans pratiquement n'importe quel autre réacteur, puisque à la fois le réacteur et la piscine sont de capacité plus grande. Le point, évidemment, c'est comment, face à ce danger, on maîtrise le risque. Et là, c'est toutes les dispositions de conception, de bonne fabrication, de maintenance, de surveillance de l'usine, tout ce qui relève de la conduite, de la gestion des situations plus ou moins accidentelles et graves, et de la protection au sens de la sécurité contre la malveillance, qui cherche effectivement à réduire ce risque. Et on peut dire que le PR intègre énormément de dispositions de protection. Il y a
par ailleurs une discussion sur le fait que les simplifications apportées sur le PR2 par rapport à l'EPR soient éventuellement des éléments de régression sur la sûreté, mais globalement, on peut dire de l'EPR que c'est à la fois le réacteur le plus dangereux et d'une certaine manière le moins risqué du monde, au sens de toutes ces dispositions qu'il intègre. Le problème, c'est que toutes ces dispositions ne sont pas à l'abri d'erreurs de conception, d'erreurs de fabrication, de défaillances, ne sont pas à l'abri non plus de malveillance, puisque la malveillance va inévitablement chercher à exploiter des failles. Et donc, il y a toujours un risque résiduel. Et le problème, c'est que ce risque résiduel, compte tenu du potentiel de danger très élevé, peut être très faible par rapport à son occurrence, mais reste très élevé par rapport à son risque. Et c'est notamment un risque en cas d'accident majeur, évidemment, de zone d'exclusion pour le territoire, etc. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la temporalité. Globalement, la justification apportée à ces réacteurs et l'analyse des alternatives, etc., proposées par EDF repose essentiellement sur l'idée qu'on en a besoin pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est l'horizon de la construction qui nous amène dans 30 ans, si on fait un exercice de retour dans le passé, euh, conduit à projeter un horizon équivalent à aujourd'hui vu de 1990. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail de ce que j'ai mis dans ce tableau, hein. Je vous inviterai à y aller de façon plus détaillée, mais on voit que déjà sur le plan des technologies, Internet était balbutiant, on n'avait pas de mobile, des institutions sur le plan de l'environnement, c'était avant la tempête de 99, c'était avant Fukushima, et sur le plan géopolitique, et là malheureusement l'actualité va tellement vite que ce tableau semble déjà daté, on voit qu'énormément de choses se sont passées. Euh, la chronologie, évidemment, s'arrête pas là. Elle doit aller plus loin et retenir l'horizon de l'exploitation. Ça nous amène 60 ans plus tard, donc dans 90 ans. Et si on fait le même exercice, se projeter à cet horizon, c'est comme se projeter aujourd'hui si on avait été en 1930. Et là encore, je vous ai mis un certain nombre d'éléments. Ça devient sur le plan technologique, sur le plan institutionnel, hein, c'était deux républiques avant la nôtre, sur le plan de la compréhension des enjeux écologiques et sur le plan géopolitique, déjà assez vertigineux. Et puis, dernière étape, il faut ensuite projeter la gestion de la fin de vie de ces installations, le démantèlement et la gestion des déchets. Si on reproduit ce qui est envisagé pour CIGEO aujourd'hui, c'est une centaine d'années avant de finir de mettre en stockage les déchets produits par ces réacteurs. Et donc, même exercice, même punition, ça revient à essayer de prédire l'avenir comme si on prévoyait aujourd'hui, vu de 1840. Et là, je vous fais pas le détail, on est dans un univers totalement différent. Tout ça, essentiellement et c'est mon dernier point, souligner le fait que on est face à un pari sociétal majeur qui intervient de plus dans un monde en mutation. Et moi, la principale question peut-être que je vous invite à vous poser, c'est de savoir s'il y a un projet aujourd'hui plus engageant à long terme pour le territoire et plus dépendant pour son bon déroulement d'une stabilité et d'une solidarité nationale et d'une stabilité mondiale qui me semble de plus en plus difficile à garantir. Voilà, j'en arrête là et je serai heureux évidemment de répondre aux questions que ça pourrait soulever ou à l'inverse auxquelles ça n'aurait pas répondu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marignac. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Quand on est arrivé en France, Mhm. Madame Faudon, est-ce que vous pourriez juste couper votre micro? Vous avez peut-être du bruit derrière vous. Voilà. Je laisse la parole à la question. Bonjour. Vous avez parlé de possibilités de scénarios 100% renouvelables. Ouais. Est-ce que vous pourriez étayer le propos? Parce que ça me laisse dubitatif. Oui, oui, mais je peux complètement étayer ça. En fait, les scénarios qui projettent le 100% renouvelable, hein,
d'une part, prennent acte du très fort développement de ces énergies dans le monde, hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a ajouté de l'ordre de 300 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable dans le monde l'an dernier, alors que la capacité nucléaire ajoutée est de l'ordre de 1 gigawatt, je crois. Je vous donnerai des chiffres plus précis parce que je n'ai pas revu ça avant cet échange. Euh, mais il y a vraiment des dynamiques profondément différentes aujourd'hui. Euh, non seulement prennent acte de ça, mais prennent acte du fait que on a aujourd'hui les outils, si on projette à la fois la diversité des renouvelables avec l'éolien, le photovoltaïque, mais bien sûr aussi l'hydraulique et avec la possibilité d'utiliser une capacité réduite mais cruciale de centrales thermiques alimentées avec des sources renouvelables, de la biomasse, du biogaz. Donc cette possibilité de fournir suffisamment d'énergie avec les renouvelables d'un côté, la possibilité de gérer leur variabilité par des dispositifs de stockage à différentes échelles. On sait déjà très bien le faire avec des batteries pour étaler, par exemple, sur 24 heures la production d'un parc photovoltaïque. Et on dispose de STEP, ces centrales hydroélectriques qui utilisent de l'électricité excédentaire pour remonter de l'eau et turbines à d'autres moments où c'est nécessaire. Et puis, il y a un fort développement de solutions qu'on appelle power to gas, où là, on va utiliser de l'électrolyse, donc à des moments où l'électricité est en excès, pour fabriquer de l'hydrogène, stocker cet hydrogène et réutiliser en fait la base de cette molécule pour fournir de l'électricité à d'autres moments. Et puis, il y a tout ce qui est flexibilité, c'est-à-dire la possibilité, notamment à travers les compteurs intelligents, etc., de piloter une partie des consommations d'électricité pour faire en sorte que les consommations coïncident mieux avec les moments où les renouvelables produisent. Et tout ça, encore une fois, hein, dans de nombreux scénarios, y compris ceux de RTE, qui est l'acteur le plus vigilant sur la question de la sécurité électrique à long terme, dans des scénarios de l'ADEME et dans plein d'autres scénarios au niveau européen et mondial, nous disent que c'est possible et que ça n'est pas un monde très différent économiquement d'un monde où on refait du nucléaire. Et puis le dernier point, c'est que évidemment, plus on fera de la maîtrise de la demande, qu'on a de bonnes raisons de faire pour maîtriser les investissements, pour maîtriser le rythme de transformation du système et pour réduire par ailleurs, je suis évidemment en phase avec Valérie Faudon sur ce point, prioritairement nos consommations d'énergie fossile, plus on fera de la maîtrise de la demande, plus en fait cette transformation vers le 100% renouvelable sera facile. D'une certaine manière, on peut répondre à l'inverse, quand on écoute le discours de Belfort du président de la République, que le nucléaire nourrit une certaine illusion de la poursuite de l'abondance, qui, à mon sens, dans un monde qui est confronté aux limites planétaires et aux tensions géopolitiques, est un mythe dont il faut se détacher. Voilà. Merci, Monsieur Maria. Est-ce que tu as eu ta réponse suffisamment? Ça va? On va peut-être se Juste, demander. je vous invite, pardon, j'ai oublié de le dire, à aller voir un site que le Shift Project vient de mettre en ligne avec l'ADEME et Negawatt comme partenaires, qui s'appelle comprendre2050.fr et qui est, je ne vais pas dire une vulgarisation parce que ça reste quand même assez dense, mais une explication partagée des différents scénarios existants, y compris ceux de RTE. Donc vous aurez tous les éléments sur ce point. Il y a notamment une fiche sur la façon dont les scénarios se positionnent sur la question nucléaire. Et je pense que ce sera intéressant à un moment donné, je ne sais pas si c'est tout de suite ou on aura un tout petit temps à la toute fin, de se questionner sur qu'est-ce que c'est que la maîtrise de la demande. Dans le groupe citoyen, on a bien compris qu'il y a la sobriété. On se questionne aussi sur la question de l'exportation d'électricité, en se disant est-ce que ces centrales, on les fait pour nous ou pour les autres? Et je crois qu'il reste encore des éléments à éclaircir autour de cette question-là. Je ne sais pas si vous avez une réponse rapide à apporter tout de suite ou si on en débat plus tard. Non, en fait, enfin, pour moi, le très fort niveau d'exportation aujourd'hui relève d'une volonté de maintenir un niveau important de production
et d'une volonté de pousser à tout prix l'électrification sans y adjoindre de la maîtrise de la demande. Voilà, donc ça demanderait un développement beaucoup plus important, mais voilà, je pourrais, si vous le voulez, d'abord, il y a des éléments de réponse dans comprendre2050.fr, et puis je pourrais vous apporter d'autres ressources pour creuser cette question. Voilà. Une question suivante. Oui, bonjour, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant la maîtrise de la demande électrique. À l'heure où on a pu lire qu'en 2050, c'est-à-dire demain, globalement, la consommation mondiale aura doublé. Et après 2050, ça mettra combien de temps avant de doubler encore si les capacités en termes de ressources sont disponibles? C'est-à-dire que, en gros, ça n'arrêtera jamais d'augmenter. Est-ce qu'à un moment donné, à l'heure où on nous tartine avec la volonté de sobriété énergétique, mais plus annoncée que réelle, parce que globalement, si on enlève tous les spots télé, il n'y a pas grand-chose, à mon sens, qui est fait pour qu'on soit plus vertueux dans ce sens-là. Est-ce que c'est réellement compatible, une énergie 100% renouvelable avec les besoins qui ne vont faire qu'augmenter dans le temps? Et on se projette, en fait, on se projette jusqu'à quel horizon pour dire, bah, à un moment donné, ça va forcément s'arrêter, quoi. Que ça soit à cause de la géopolitique, à cause des ressources, à cause de tout un tas de trucs. Et est-ce que ces scénarios-là ont été envisagés, où vraiment on parle de scénarios catastrophes et où demain, ben voilà, c'est plus possible de doubler, comment on fait? Alors, merci pour cette question. Alors, ça nous éloigne un peu de la question des risques des EPR2, mais c'est fondamental parce que c'est évidemment en fonction de la projection qu'on fait de ces enjeux-là que l'on peut pondérer l'acceptabilité du risque que représentent ces réacteurs. Moi, ça fait oui, bientôt 30 ans, plus de 25 ans en tout cas, que je travaille sur ces sujets. En fait, ça fait 25 ans qu'on dit la demande électrique, la demande énergétique va doubler et elle va être essentiellement électrique. En fait, cette trajectoire-là, elle ne se réalise pas. Elle ne se réalise pas parce que en fait, augmenter la production et la consommation d'énergie, c'est pas magique. Ça a un coût, ça exploite des ressources, ça a des impacts, ça génère des tensions. Et donc, le système, d'une manière générale, que ce soit économiquement, politiquement, géopolitiquement, oppose des résistances à ça. C'est en partie dramatique parce que si on le pose à l'échelle mondiale, ça veut dire que des populations de pays qu'on appelle là aussi pudiquement depuis 25 ans pays en voie de développement ne voient pas du tout le développement. Donc il y a besoin d'un développement de la consommation d'énergie dans le monde, dans ces zones-là. Mais il y a parallèlement besoin, parce que il y a des contraintes sur les ressources, des contraintes sur la vitesse à laquelle on peut déployer tout ça, et des contraintes liées au changement climatique et aux atteintes à la biodiversité, etc. Il y a besoin, si on veut que la consommation d'énergie augmente là où c'est nécessaire, qu'elle diminue là où c'est possible. Sinon, l'équation à long terme ne tient pas. Et c'est pour ça que je posais cet enjeu du mythe de l'abondance. On voit bien aujourd'hui, hein, le drill baby drill de Donald Trump, c'est précisément le refus d'accepter qu'il faut mettre des limites à la puissance, au développement économique, etc. Et la réponse d'Emmanuel Macron, plug baby plug, et pour moi, et je vous invite à lire une chronique de France Inter hier matin pour laquelle j'ai été interrogé, totalement à côté de la plaque, parce qu'elle rentre dans ce même système de, bah oui, on peut avoir toujours plus d'énergie, avec l'idée que parce que c'est du nucléaire, hein, ça n'est pas un problème climatique et qu'on peut en avoir toujours plus. Le nucléaire au niveau mondial, je vais en profiter pour poser cette base-là, le nucléaire au niveau mondial, depuis 70 ans, n'a jamais fourni plus de 3% de l'énergie consommée dans le monde par l'humanité. Voilà. Donc, avant que ça devienne une énergie majeure, il y a une démultiplication des projets, des contraintes, etc., qu'il faut considérer. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se l'interdire en France, hein, évidemment. Dans les pays où le nucléaire existe et est développé, ça reste une option. Mais ça ne sera pas l'option pour nous sauver
des limites climatiques, de la déplétion des ressources, etc. Et je On finis va- par rapport à la maîtrise de la demande. En fait, donc il y a la sobriété et il y a tout ce qu'on appelle l'efficacité. Les véhicules électriques, par exemple, c'est plus efficace, la rénovation thermique des bâtiments. Et cette maîtrise de la demande, en fait, aujourd'hui, elle apparaît vraiment cruciale pour notre pays, non seulement pour atteindre les engagements climatiques. Tous les scénarios dont je parlais, qu'on prend en 2050, disent qu'une réduction de la consommation d'énergie en France est nécessaire, plus ou moins grande, pour atteindre ces objectifs. Mais c'est aussi crucial aujourd'hui pour retrouver de la souveraineté et, même si ça peut paraître paradoxal, retrouver de la compétitivité en recentrant nos activités sur les choses réellement qui produisent réellement de la valeur. Voilà. on va, s'il vous plaît, oui, essayer de revenir sur des questions maintenant de la part de la salle. Merci, Monsieur Marie, pour détailler sur la demande des scénarios. Est-ce qu'il y a des questions? On va essayer de se recentrer un peu sur les risques, là, qui est le thème de la Ah journée. oui. Oui, on est parti un petit peu à côté, mais c'est intéressant pour nos citoyens ici. Est-ce qu'il y a des questions plus sur les risques? Allez, on est parti. Oui, bah, cool. Merci encore pour la réponse aux questions. Moi, j'avais une question sur les risques, mais alors, c'est une question qui est un peu bizarre, mais c'est plus d'un ordre géostratégique parce qu'on parle de limites planétaires, on parle de limites de ressources. Euh, Est-ce qu'on a des estimations de stock d'uranium, par exemple? Déjà, première chose. Quel est le risque géostratégique de l'approvisionnement aussi en uranium? Parce que c'est pas un truc qu'on a chez nous, je crois, peut-être en faible quantité. Du coup, bah, un peu par la même occasion, par rapport aux 100% renouvelables, vu qu'on parle aussi du solaire, de l'éolien, tout ce qui va être extraction des métaux, et donc ça en touche encore à des ressources. Hein. En termes d'un risque voilà, purement environnemental et géostratégique, comment on se place par rapport à ça? Oui, bah, c'est une question là aussi cruciale. Alors, sur les approvisionnements en uranium d'une manière générale, euh, il n'y a pas de véritable sujet, sauf à imaginer une démultiplication du nucléaire, multiplication par 10, etc., au niveau mondial, si ça devait être la réponse principale au changement climatique. Mais mon point de vue est qu'il y a plein de raisons économiques et techniques pour que cette démultiplication n'ait pas lieu, même si voilà, il y a peut-être devant nous à moyen terme une augmentation du parc nucléaire mondial. Même ça est très largement soumis à discussion. Mais sauf à imaginer donc une démultiplication du nucléaire, on a largement assez d'uranium au niveau mondial pour répondre à nos besoins au moins à l'horizon d'un siècle, et je dirais volontiers quelques-uns de plus. Mais avec un nucléaire qui reste marginal. Par contre, la question, c'est est-ce que en France, en s'appuyant sur le nucléaire, en France et en Europe, on s'expose à un risque géopolitique ou stratégique. Et là, clairement, la réponse est oui, puisque il y a pratiquement plus d'extraction d'uranium en Europe. Il y en a encore un peu en République tchèque, mais c'est vraiment très, très peu significatif. Donc l'ensemble de l'uranium consommé en Europe vient d'ailleurs dans le monde, et une partie vient ou venait, par exemple, du Niger. On a vu ce qui est arrivé ces derniers mois avec cet approvisionnement stratégique pour la France. Une partie vient du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, une partie importante en transitant par la Russie, donc sous le contrôle du conglomérat nucléaire russe Rosatom. Et puis quand on parle de l'uranium, pas seulement naturel, mais enrichi, dont on a besoin pour les combustibles, à l'échelle européenne, un quart à un tiers, y compris pour partie pour la France, est fourni par Rosatom. Et EDF Orano continue aujourd'hui à commercer avec Rosatom, n'ont à peu près rien changé sur ce plan depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc, en fait, le fonctionnement de nos réacteurs nucléaires nous rend dépendants à minima pour l'uranium naturel, d'acteurs étrangers. Et vous voyez bien que, vu le désordre actuel, il n'y a même pas besoin de se projeter jusqu'en 2070 pour imaginer que du jour au lendemain, les approvisionnements en uranium pourraient nous être supprimés. Donc c'est une exposition très forte. À l'inverse, sur les renouvelables, il y a évidemment des sujets de matières premières, hein. Il y a très peu de sujets, contrairement aux idées reçues, sur les terres rares. Il y a
Enfin, il y en a dans l'éolien offshore, mais ça n'est même pas indispensable. C'est des sujets de métaux et de matériaux classiques. Euh, les sujets matériaux et métaux sont viennent beaucoup plus d'autres secteurs, par exemple de l'électrification des véhicules ou tout le déploiement du numérique, que des renouvelables elles-mêmes. Donc, a priori, on peut être résilient sur ce point. On peut développer nos usines, évidemment, pour faire des panneaux photovoltaïques en France plutôt que de les importer de Chine. Et le dernier point, c'est que sur tous ces métaux plutôt classiques, l'Europe étant l'économie la plus vieille du monde, est celle qui dispose dans la durée des stocks recyclables les plus importants. Donc là encore, ça peut nous amener vers la circularité, et la circularité peut produire de la souveraineté. Merci. On va prendre une toute dernière question et je vais vous demander, Monsieur Marignac, s'il vous Oui, plaît, un petit peu court pour qu'on puisse oui, terminer. oui, bien sûr. Merci. Ma question donc, porte sur votre analyse. Merci. Pardon. Sur l'analyse que vous faites des risques, donc ce que je comprends, c'est que sur du très long terme, ou même du long terme, les risques inhérents à une centrale augmentent, puisqu'on n'est pas sûr du contexte socio-économique, géopolitique, etc. Donc ça, Mhm. je le mesure bien, et donc il y a des risques qui augmentent avec le temps sur la population en cas d'accident. En revanche, sur le court terme, une production accrue de nucléaire pourrait réduire la part des énergies fossiles polluantes. Est-ce que sur le court terme, ça serait quand même pas plus efficace pour la santé des populations, donc en réduisant les émissions, etc. Ou est-ce que quand même, malgré ça, même sur le court terme, ça vaut pas le coup de faire du nucléaire pour cet enjeu précis? Alors, je vous laisse apprécier, ça fait partie du travail de votre groupe, et la pondération du court terme et du long terme. Moi, je voulais vraiment insister sur cette notion de très long terme et de l'engagement que ça représente. Après, sur le court terme, ma réponse va être un peu la même. Les réacteurs dont on parle, je crois que dans le dossier du maître d'ouvrage, les EPR2, il est question de commencer à les construire au début des années 2040. Le début des années 2040, pardon, mais ça n'est déjà plus le court terme. Par rapport aux enjeux de pollution atmosphérique ou aux enjeux d'émissions de gaz à effet de serre, c'est déjà trop tard. Euh, notre engagement européen sur le climat, pour rester dans les clous de l'accord de Paris, c'est 55% de réduction de nos émissions d'ici 2030. Et on est actuellement en discussion au niveau européen pour 90% de réduction d'ici 2040. Ça veut dire que la réponse à cet enjeu, elle va venir d'autres solutions. Et d'une certaine manière, ça tombe bien parce que la sobriété, on peut l'activer tout de suite. L'efficacité énergétique, ça va vite, ça peut s'engager vite, même si sur certains points comme la rénovation thermique, ça prend du temps. Les renouvelables se déploient beaucoup plus vite aujourd'hui que le nucléaire. Il faut 5 ans pour des projets éoliens, et même potentiellement moins pour des projets photovoltaïques. Je vais juste préciser, c'est pas la construction en 2040, c'est la mise en service, hein. Donc, pour le groupe ici, hein. Non, 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 c'est début de Non, construction. non, 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 non. C'est mise en Non. service, hein. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans le dossier du projet. Ah, alors, oui, pardon, pardon, bien sûr, oui, pardon, évidemment, autant pour moi. Oui, oui, avec un début de construction. On nous Euh, demande juste, Monsieur Marinac, on va arrêter dans une minute. Peut-être un des participants demande, est-ce que vous pouvez présenter en quelques secondes, quelques phrases, juste votre structure Négawatt, qui est assez peu connue des participants. Oui, oui, bah, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une association créée en 2001 qui rassemble aujourd'hui 1400, 1500 membres, tous à titre individuel, et avec un noyau d'à peu près 300 membres qui sont experts à titre très divers de l'énergie, qui développent des projets de rénovation thermique, d'éolien, de mobilité, dans des collectivités, dans des bureaux d'études, dans des entreprises, voilà, et qui travaillent ensemble avec un noyau dur d'une vingtaine de scénaristes, et avec aujourd'hui une quinzaine de salariés, à produire ces scénarios pour la France, pour l'Europe, et à participer, à s'engager dans le débat public, avec un fort attachement depuis l'origine, et c'est le sens aussi de ma présence ici,
pour la démocratie participative, parce qu'il nous semble que ces enjeux énergie qui appellent à une transformation de nos modes de vie, de nos modes de production, ne peuvent être décidés collectivement que si voilà, la population y est associée. Merci. Merci. Bonjour, donc François Millet, effectivement, je travaille aujourd'hui à la SNR, donc, qui est l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et il y a quelques mois, je travaillais à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire. Donc j'assure des activités d'expertise au sein de la SNR. Donc rapidement, pour commencer, une définition, hein, les déchets radioactifs, ce sont les substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est envisagée. Donc, à la différence des matières radioactives, vous avez pu entendre au cours des précédentes interventions parler des combustibles usés et de leur retraitement à la Hague. Les combustibles usés ne sont pas aujourd'hui considérés comme des déchets, mais comme des matières parce qu'un usage est prévu, la valorisation notamment du plutonium qu'ils contiennent pour faire des combustibles usés qu'on appelle MOX. Et c'est les déchets issus de ce retraitement qui, eux, sont considérés en tant que déchets radioactifs. Aujourd'hui, les déchets en France, ils peuvent provenir de nombreux secteurs d'activité, hein, le médical, la défense, la recherche, mais ils proviennent principalement, près de 60%, des déchets électronucléaires, donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui. À titre d'exemple, pour les installations aujourd'hui autorisées en France, on est à 1,8 million de mètres cubes de déchets. C'est pas un chiffre très parlant. Si vous voulez une image un peu plus représentative, c'est à peu près 500 piscines olympiques en termes de volume. Ces déchets, ils sont tous radioactifs, certes, mais ils présentent vraiment une dangerosité qui peut être très différente. C'est pour ça qu'on les classe selon deux critères, donc leur niveau de radioactivité et leur durée de vie. Le niveau de radioactivité, ça va être la quantité et la nature des substances radioactives qu'ils contiennent. Et les déchets vont pouvoir être très faiblement, moyennement ou hautement radioactifs. Et leur durée de vie, c'est la période pendant laquelle ces substances radioactives vont justement être radioactives et présenter une dangerosité. Et cette radioactivité, elle va décroître au fil du temps. Euh, les, ces différences de dangerosité vont vraiment justifier des modes de gestion différents pour les déchets radioactifs. Ainsi, si on prend un déchet hautement actif, les déchets HA, l'espérance de vie d'une personne à proximité d'un tel déchet elle est de quelques minutes seulement. Alors qu'à côté de déchets très faiblement actifs, il n'y a pas de danger immédiat. Et donc cette dangerosité différente va justifier des modes de gestion différents. Et c'est pour ça que dès leur production, les déchets, on va les trier et les caractériser. L'objectif de ce tri et de cette caractérisation, c'est vraiment d'identifier la filière qui va être le plus adaptée à leurs caractéristiques. On peut également les traiter, par exemple, pour réduire leur volume. Là, vous avez des exemples sur le slide de déchets qui ont pu être compactés et cimentés sur la partie haute et sur la partie basse de déchets métalliques qui ont été compactés puis mis dans un fût en acier inoxydable. Le conditionnement, justement, est adapté à la nature et à la dangerosité des déchets. Et c'est le colis qui constituera, pendant toutes les étapes de la vie du déchet, la première barrière de confinement. Et en parlant de ces étapes de vie d'un colis, après le conditionnement, la première étape va être l'entreposage. L'entreposage, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a un caractère temporaire. Il est là dans l'attente d'un stockage. Il peut aussi parfois avoir une utilité d'un point de vue décroissance radioactif et ou thermique. Par exemple, tout à l'heure, on évoquait le retraitement des combustibles usés. Les déchets hautement actifs qui résultent du retraitement à la Hague des déchets haute activité sont particulièrement exothermiques, qui dégagent beaucoup de chaleur, et ils ne pourraient par exemple pas être stockés directement dans un stockage géologique, parce que la température qu'ils dégagent risquerait d'altérer les propriétés du milieu géologique et de la roche qui doit assurer leur confinement à long terme. Et le stockage,
lui a un caractère définitif. L'objectif d'un stockage, c'est vraiment d'assurer la sûreté de manière passive, passive à long terme. Quand on parle de sûreté passive, c'est vraiment une sûreté sans intervention humaine. C'est l'objectif principal du stockage. Alors pour illustrer cet objectif du stockage, vous trouverez ici un graphe qui présente l'activité des déchets en fonction du temps. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette activité elle va décroître au fil du temps. Et l'objectif du stockage, ça va être de confiner et d'isoler les déchets suffisamment longtemps pour bénéficier de cette décroissance. Après, pour les déchets à vie longue, et quand on parle de vie longue, on peut être sur quelques centaines, voire quelques millions d'années, aucune barrière conçue par les humains n'est suffisamment pérenne pour confiner et isoler suffisamment longtemps les substances radioactives. Et c'est pour ça que dans tel cas, les modes de stockage qui sont retenus s'appuient sur le milieu naturel. Donc en France, c'est le projet CIGEO qui a déjà été évoqué lors des précédentes interventions, où c'est les propriétés de la roche haute, c'est une couche du calot oxfordien, de l'argile, avec des propriétés de perméabilité et de rétention qui vont permettre de limiter les transferts des radionucléides le plus longtemps possible pour permettre leur décroissance. Donc les stockages en France, il y a un certain nombre de stockages qui existent déjà. Vous les trouvez sur la droite de ce transparent. Donc le premier qu'on voit à l'image, c'est le centre de stockage Manche, à proximité du site de La Hague, qui est aujourd'hui fermé et pour lequel une couverture a été placée sur les déchets. Le second, c'est le centre de stockage de l'Aube, donc qui accueille les déchets faiblement et moyennement actifs à vie courte. Et enfin, le dernier, c'est le CIRES qui accueille les déchets très faiblement actifs. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que ces stockages, ils ont pour vocation de stocker euh, quasiment 90% en volume des déchets prévus. Mais par contre, avec un niveau de radioactivité, donc une dangerosité qui est assez faible, qui est inférieur à 1%. Et par contre, il y a un certain nombre de projets à l'étude, dont le projet CIGEO, le projet de stockage géologique profond, qui lui est destiné à accueillir 2,5% en volume des déchets radioactifs, mais destiné à abriter plus de 99% de leur radioactivité. Alors, pour en venir au sujet du jour, après ce rapide rappel du contexte et des modes de gestion des déchets, les déchets radioactifs d'un réacteur, ils peuvent être de plusieurs sortes. Donc, il y a des déchets qui sont liés à l'exploitation, donc principalement au traitement des effluents liquides ou le traitement des effluents gazeux. Donc, dans ces cas-là, les déchets, de manière très concrète, ça va être des filtres, des résines échangeuses d'ions, pardon, des concentrats. Il va également y avoir des déchets qui vont être liés à l'entretien et la maintenance des réacteurs tout au long de sa vie. Et là, c'est des déchets qu'on va appeler des déchets technologiques. Ça peut être des tenues usagées, des chiffons, des plastiques, des huiles, tous les équipements qui seront remplacés, hein. Ça peut aller de la petite vanne de tuyauterie au couvercle de cuve. Il y a également les déchets issus du retraitement des combustibles usés. Donc le retraitement à la Hague des combustibles usés. Là, on va retrouver des coques et embouts. Donc, c'est l'illustration que vous trouvez au milieu du transparent. C'est les gaines métalliques qui sont autour des pastilles combustibles. Et ces gaines-là vont être compactées puis mis dans des fûts en acier inoxydable. Et il y a également, issus de ce retraitement, tous les produits de fission et actinides, qui sont les déchets de haute activité, qui, eux, vont être vitrifiés et placés dans un fût en acier inoxydable. Et enfin, on trouve les déchets issus du démantèlement, donc de la fin de vie du réacteur, qui sont principalement des déchets très faiblement actifs. Et là, on retrouve des déchets inertes comme les gravats, les blocs de béton, voire des terres issues de la réhabilitation des sols, des déchets métalliques. Et donc, pour en venir au sujet du jour et au projet d'EPR2 à Bugey, les déchets de l'EPR2 sont des déchets qui sont très similaires à ceux des réacteurs actuels. On a des déchets qui sont sur les mêmes natures, les mêmes caractéristiques.
Ce qui fait que les filières et les modes de gestion identifiés pour ces déchets sont déjà éprouvés pour les premières étapes de gestion et notamment pour leur conditionnement. À titre d'exemple, je vous ai mis quelques illustrations de conditionnement pour ce type de déchets, et principalement pour les déchets haute activité et moyenne activité à vie longue qui seront issus de l'exploitation de réacteurs à eau sous pression, que ce soit les réacteurs actuels ou de l'EPR2. Donc vous avez les déchets vitrifiés à gauche du transparent, hein. C'est des cylindres d'à peu près 1 mètre de haut et 40 centimètres de diamètre, dans lesquels sont écoulés le verre dans lequel est incorporé les produits de fission et actinides. Vous avez aussi les déchets dits CSDC, donc c'est des déchets compactés. Là, c'est les coquets en bout que vous avez vus sur le slide précédent, qui sont compactés et placés dans des fûts inox de même dimension. Et vous avez également les déchets à droite du slide dits C1PG, que vous connaissez probablement mieux à Bugey, puisqu'ils sont entreposés à Iceda sur le site de Bugey, qui sont des coques béton dans lesquelles seront cimentés des déchets métalliques activés qui proviennent du réacteur, des grappes de commande, des internes de cuve. Peut-être Donc voilà, on a des, oui, pour qu'on puisse passer aux questions. bien sûr, j'accélère. Donc on a des filières et des modes de gestion bien identifiés, mais par contre l'enjeu, il va vraiment être sur la pérennité et la suffisance des filières existantes dans un contexte de relance de nucléaire. Et pour illustrer cet enjeu, je vous propose juste 2 slides rapides centrés sur CIGEO, donc sur le centre de stockage pour les déchets de moyenne activité à vie longue et hautement actifs. Donc comment on dimensionne un stockage, comment l'ANDRA dimensionne un stockage de ce type? Il se base sur des inventaires qui sont, eux, basés sur des scénarios industriels prospectifs. Donc en l'occurrence, il se base sur une poursuite de l'exploitation du parc nucléaire actuel, sur une poursuite du retraitement des combustibles usés. Et il envisage également d'autres scénarios alternatifs pour tester l'adaptabilité du stockage à des politiques énergétiques qui pourraient changer. Par exemple, l'augmentation de la durée du fonctionnement du parc, l'arrêt du nucléaire, et auquel cas les combustibles usés ne seraient pas retraités, mais devraient être stockés sous forme de combustible usé. Et, et l'enjeu aujourd'hui, vis-à-vis de la relance du nucléaire, c'est quel est l'impact de cette relance sur le dimensionnement de CIGEO, puisque ce ne sont pas des choses qui ont été prévues dans les scénarios alternatifs actuels qui basent les inventaires dits de réserve de CIGEO. Et donc, juste pour illustrer cet impact de la relance du nucléaire sur les volumes de déchets, donc c'est une illustration qui provient d'un rapport sur les travaux relatifs au nouveau nucléaire et qui, pour 6 EPR2, présente le surplus qui serait lié à l'exploitation de tels réacteurs. Donc, c'est la partie en bleu foncé sur les graphes. Et l'impact que ça va avoir sur les colis vitrifiés et sur les colis de moyenne activité à vie longue, donc les colis compactés et cimentés que je vous ai présentés avant. Ce que vous pouvez retenir comme chiffre, c'est que 6 EPR2 supplémentaires, c'est 18% de déchets vitrifiés en plus en volume et 5% de déchets MAVL en plus. Donc voilà. Donc l'enjeu pour les expertises à venir de la SNR sur de tels sujets, puisque de tels déchets font actuellement pas partie de l'inventaire qui est prévu d'être autorisé au stockage, l'enjeu des expertises futures, ce sera de voir les impacts de ce volume supplémentaire de déchets, impacts qui peuvent être sur la durée d'exploitation de CIGEO. Ça peut prolonger cette durée d'exploitation de plusieurs dizaines d'années, alors qu'elle est déjà longue, hein, l'exploitation de CIGEO, on est entre 100 et 150 ans. Ça va être aussi de s'assurer que l'emprise du stockage ne grandisse pas trop et reste dans la zone pour laquelle la faisabilité du stockage a été démontrée d'un point de vue connaissance de la couche géologique. Donc voilà, c'est les enjeux à venir pour la gestion des déchets Merci. qui seraient liés à... Merci. Voilà, je Je m'arrête, suis désolé. désolée, je ne veux pas paraître impolie de vous couper Non, un je petit comprends très bien. peu le temps pour les questions. Voilà, merci. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur l'existant. Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents liés au traitement et au stockage des déchets ou des événements, des découvertes variées, des accidents
qui ont poussé les autorités compétentes à changer des méthodes, ou des lieux ou des protocoles existants de stockage? Est-ce que j'ai eu des soucis quelconques à ce sujet? Alors oui, il y a plusieurs mécanismes de surveillance, que ce soit par l'autorité ou par l'ANDRA, qui est l'organisme public chargé de la gestion des déchets. Donc il y a des inspections sur les sites de production de déchets, sur les entreposages et sur les stockages existants. Et donc il peut y avoir au moment du conditionnement d'un déchet des non-conformités qui sont détectées et du coup il va falloir mettre en place des solutions palliatives pour traiter ces non-conformités et permettre leur entreposage de manière sûre, puis leur stockage de manière sûre. Du côté de la SNR, on est aussi pour chaque conditionnement, pour les déchets les plus dangereux, les déchets MAVL ou les déchets HA, chacun de ces conditionnements, il est soumis à autorisation de la SNR. Pourquoi? Pour s'assurer qu'avant qu'on conditionne ce déchet, avant de mettre en place des actions irréversibles, on s'assure qu'il soit compatible avec les stockages existants ou avec les stockages tels qu'ils sont prévus. Et il nous est arrivé lors d'expertises, je pense notamment à des bouts radioactifs qui sont stockés à La Hague ou ce genre de choses, de ne pas autoriser leur conditionnement sous le format qui a été prévu par les exploitants et de leur demander de retravailler sur ces modes de conditionnement. Donc, c'est des choses effectivement qui arrivent. Alors, je suis pas sûre que notre habitant ait vraiment eu la réponse à sa question. Il me fait un petit signe bof bof. Est-ce que Ah, vous bah, pouvez préciser la voilà, question. être un petit peu plus concret ou précis sur des problèmes qui ont pu arriver sur cette chaîne des déchets? Comme ça, Euh, oui, je exemple, peux hein, par vous donner exemple. un exemple local. C'est peut-être le type d'exemple qui vous intéressera le plus. Donc, on a à l'IRSN à l'époque expertisé la demande d'accord des conditionnements des colis C1PG qui sont entreposés à ICEDA à Bugey. Donc, on a expertisé les performances du colis, on a expertisé la formulation prévue pour la matrice cimentaire, euh, regarder les tenues mécaniques de cette matrice. Et par exemple, on a eu des demandes complémentaires qui ont conduit à des travaux d'EDF et à retarder l'autorisation de conditionnement sur la tenue à la chute. On avait une tenue à la chute qui avait été faite sur la base d'essais, sur la base de modélisation. Mais ce qu'on leur a demandé, nous, c'est comme on est sur des durées d'entreposage longues avant de permettre le stockage des déchets C1PG à 6GO. Donc, actuellement, on est sur une prévision de début de phase pilote, donc de phase industrielle partielle pour 6GO en 2050. Donc, on a un temps d'entreposage long des déchets et un vieillissement des colis avant leur stockage. Donc, on leur a demandé de nous démontrer que la tenue à la chute de leur colis, ils l'avaient fait sur un colis neuf et sain, de démontrer que ça tenait également à la chute après un vieillissement de plusieurs cinquantaines d'années dans les conditions actuelles d'entreposage à Bugey. Et pour ça, ils ont lancé des études supplémentaires, une thèse pour démontrer la manière dont leur colis vieillissait et pour démontrer qu'il tiendrait encore à la chute au moment de son envoi à CIGEO. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, j'ai essayé de trouver un exemple Un concret et peu, local. le signe, ça va. Ça va. Je vois déjà deux questions qui arrivent, à non trois. On n'a pas encore entendu beaucoup de femmes, alors on va faire une grappe de questions. Je vais passer la parole à Kinan, et puis Néo, et puis Dimitri. Mais j'aimerais bien qu'une femme aussi lève la main et présente une question. Et après, comme ça, vous pourrez répondre à plusieurs questions d'un coup, peut-être pour regagner un petit peu de temps. Oui, si c'est possible, j'aimerais qu'on revienne sur la slide 5, parce que je comprends pas trop le graphique. Dans ma tête, la désintégration radioactive, c'est une exponentielle décroissante et pas un palier comme ça, là, comme on a vu. Du coup, je comprends pas trop la pertinence de ce graphique. Et la deuxième question, qui est un peu plus générale, c'est les échelles de temps sur la slide 4. L'échelle de temps pour le tri, le traitement, etc. Voilà. Bien sûr, alors Rapidement, allez-y, monsieur Millet, rapidement. ouais, je repartage du coup le diaporama. Vous m'avez dit
La slide 4, c'est clairement une vision pour présenter de la manière la plus pédagogique possible les phénomènes de décroissance et l'objectif du stockage. Et en plus, c'est pas l'activité d'un seul radionucléide, c'est l'activité de l'ensemble des radionucléides qui seraient stockés. Donc effectivement, on n'est pas sur les courbes habituelles de décroissance que vous pouvez voir. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer qu'un stockage, pour assurer une sûreté passive, il va falloir confiner et isoler le plus longtemps les radionucléides. Et ça, par exemple, ça va être le colis, l'architecture du stockage qui va le permettre dans un premier temps, puis la roche haute, et enfin, après, de limiter le plus longtemps possible le transfert dans les couches géologiques, dans les encaissants, avant que les radionucléides n'arrivent en surface. Mais l'idée, c'est pas de dire qu'on va réussir, que l'ANDRA réussira à remplir cet objectif. Il va y avoir un certain nombre de radionucléides, et notamment les radionucléides les plus mobiles et à Villon, qui finiront par atteindre la surface. Ceux qui sont identifiés lors de nos expertises, c'est par exemple l'iode 129, le chlore 36, le sélénium 79. C'est des espèces particulièrement mobiles, à vie longue, et qui finiront par atteindre la surface. Et l'objectif de notre expertise dans ces cas-là, bah, sur la base de propres outils de modélisation dont nous disposons, c'est de s'assurer qu'au moment où ces radionucléides atteindront la surface, bah, leur impact en termes de radioprotection sur le public reste inférieur aux objectifs que l'ANDRA s'est fixés, qui sont des objectifs de 0,25 millisieverts par an. Ils sont Et donc, à peu monsieur, près un dixième de la moyenne de ce que reçoit un habitant en France. pour compléter la question, il y avait aussi l'idée de quelle échelle de temps ça représente en fait sur votre graphique. Alors l'échelle de temps, elle va varier selon le type de déchet et le type de stockage, mais je comprends que la question la porte sur les déchets les plus dangereux, les déchets de moyenne activité à vie longue et à chat. Euh, les modélisations et calculs tels que l'ANDRA le fait et tels que nous le faisons se font à l'échelle d'un million d'années. On Ok, regarde, voilà, on regarde aux exutoires à un million d'années ce qui est susceptible de sortir et quel est l'impact. merci. Je vais prendre deux questions et je demande bien à une femme, s'il vous plaît. Allez, on n'a pas encore entendu de voix féminine. Levez la main. Alors, moi, ma question, elle porte sur en gros l'accumulation des déchets. Du coup, compte tenu de la difficulté et de l'importance en fait d'avoir des lieux de stockage sûrs en France, et comme on utilise le nucléaire de façon quasi constante et donc on produit toujours plus de déchets, est-ce qu'il y a une question qui s'est posée sur au bout d'un moment, voilà, l'accumulation des déchets, comment est-ce qu'on allait faire pour tout stocker, est-ce qu'on peut tout stocker, etc., etc. Je pense que oui, mais moi, ça me pose question de savoir que on utilise tout le temps du nucléaire, on accumule des déchets et on n'a potentiellement pas d'espace extensible pour les stocker. Je Oui, prends les deux questions, ah, monsieur Millet, vous voudrez allez-y. bien répondre aux deux d'un coup pour gagner un peu de temps. Merci avant tout pour l'exposé que vous avez fait, bien qu'il soit technique. Je reviens sur une expression que vous avez prise et qui, moi, je vous avoue, me fait un peu peur, c'est cette question de sûreté passive. Alors, j'entends que, enfin, quand vous avez utilisé le terme de sûreté passive, moi, concrètement, je me suis dit, autant donner une bombe nucléaire à un enfant. Enfin, désolé de le dire aussi facilement, mais je trouve une forme d'irresponsabilité dans le fait de se dire que la nature, même si on ne sait pas trop ce que c'est, va pouvoir gérer ces déchets-là. Enfin, moi, perso, j'aurais besoin d'avoir plus d'éléments là-dessus, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, je vais proposer de répondre dans l'ordre inverse des questions telles qu'elles ont été posées. La sûreté passive, euh, au contraire, a pour l'objectif d'une sûreté passive, c'est de ne pas penser qu'on puisse faire reposer la responsabilité de la gestion de déchets qui ont de telles durées de dangerosité sur les générations futures. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'ordre de grandeur, de dangerosité de quelques centaines de milliers d'années, du million d'années. Postuler aujourd'hui ce que sera notre civilisation, les moyens humains possibles pour gérer de tels déchets à des échelles de temps aussi importantes, c'est quelque chose qui est illusoire et c'est pour ça qu'on veut s'appuyer. Enfin, le on est malheureux, que l'ANDRA veut s'appuyer et que nous expertisons ce que l'ANDRA propose sur euh, des milieux naturels pour lesquels on connaît les évolutions sur des échelles de temps
similaire, voire plus importante. C'est l'idée de la sûreté passive, c'est de se dire justement, on a des éléments vraiment dangereux pendant des périodes vraiment longues. Il est illusoire de penser que des moyens humains et techniques pourront être mis en œuvre sur des périodes aussi longues. Donc, on va se reposer sur des éléments qu'on est capable de connaître, qui sont des éléments géologiques. Et sur la deuxième question qui était sur l'accumulation, c'est une très bonne question. C'est un enjeu fort, l'accumulation des déchets. Le secteur du nucléaire en France a commencé à accumuler des déchets depuis les années 50 ou 60. Ces déchets, dans un premier temps, ils sont entreposés. Et donc, on a une accumulation en entreposage de ces déchets. Il y a des installations d'entreposage et des extensions de ces installations d'entreposage, notamment à La Hague, qui doivent être créées. Et ils sont entreposés en surface et justement avec une sûreté active, avec des moyens humains et techniques qui doivent être mis en œuvre pour assurer la sûreté de ces déchets entreposés. Et tant que les exutoires ou les stockages ne sont pas disponibles, ils vont continuer à s'accumuler en surface et dans les installations d'entreposage et il faudra continuer à avoir des moyens humains pour assurer leur sûreté. Et la question de l'accumulation et de la capacité à disposer de stockage pour stocker l'ensemble de ces déchets, c'est effectivement une très bonne question. C'est l'enjeu que j'ai essayé d'illustrer à la fin de ma présentation, c'est de se poser la question le stockage géologique. À date, a été conçu pour un inventaire qui ne prévoyait pas une relance du nucléaire importante. Quel est l'impact de cette relance du nucléaire sur ce stockage? Est-ce qu'il faudra un CGO2? À quel point il est adaptable à ces politiques énergétiques qui changent, qui ont changé de beaucoup en très peu d'années avec un plafond à 50% d'énergie nucléaire qui est devenu un plancher en quelques années. Alors là, on parle d'exploitation du stockage CGO sur une échelle séculaire. Donc, vous imaginez toutes les potentielles évolutions de politique énergétique qui pourront arriver dans l'intervalle. Ça nécessite effectivement de postuler des scénarios et de regarder comment les stockages prévus pourront être suffisamment adaptables pour gérer ces variations de politique énergétique qui peuvent parfois être très volatiles. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Un complément peut-être sur des questions déjà posées? En fait, je comprends pas trop ce que c'est qu'un nucléotide. Enfin, vous avez parlé tout à l'heure, puisque moi, quand j'ai expliqué sur la slide 5 que je comprenais pas que ce soit pas une exponentielle décroissante, vous avez dit que c'était un ensemble de particules qui formaient autre chose, et du coup, vous avez donné un nom que j'ai pas compris. Ah, oui, à distance, peut-être que le son a été mangé. Je parlais de radionucléides. Donc, les radionucléides, oui, c'est les substances radioactives qui sont présentes dans le déchet et qui constituent sa dangerosité. Et pour un radionucléide donné, on va effectivement avoir une loi de décroissance qui va être bien connue et qui va présenter la forme que vous exposez. Après, un déchet contient de nombreux radionucléides. Et du coup, la décroissance de l'ensemble des substances radioactives qu'il contient n'aura pas exactement la courbe de décroissance radioactive telle que l'on l'apprend en lycée dans nos cours de physique, par exemple. Mais encore une fois, ce slide, il est illustratif avec pour vocation d'illustrer la décroissance radioactive et de montrer pourquoi il faut postuler des modes de gestion sur des échelles de temps importantes qui soient différentes de celles actuellement envisagées pour les déchets dans les entreposages ou dans les installations nucléaires de France et de Navarre. Merci, Monsieur Millet. Peut-être pour conclure, je vous proposer de rebondir sur une question qui a été posée par notre groupe citoyen à la lecture du dossier. C'est sur les révisions décennales des centrales qui arrivent du coup tous les 10 ans, hein, puisque c'est décennal. Et le groupe peut se poser la question de savoir est-ce que c'est pas un peu trop espacé par rapport, par exemple, si on compare au contrôle technique qu'on doit faire sur les véhicules tous les 2 ans. Et là, une centrale qui est quand même un gros équipement, on fait un contrôle tous les 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous apporter votre vision là-dessus? Alors ça sort légèrement du périmètre de mon expertise habituelle, hein, parce que je suis davantage sur la gestion des déchets, sur les stockages, sur le conditionnement. Mais effectivement, la réglementation actuelle en France prévoit un réexamen des installations tous les 10 ans. Donc un réexamen dont l'objectif est de réévaluer la sûreté de l'installation et de la réévaluer au gré aussi des standards qui ont pu évoluer dans les 10 années à venir.
On a des normes environnementales, des standards de sûreté qui peuvent changer en 10 ans. Et l'objectif, au moment du réexamen, c'est de se reposer la question de la conformité de cette installation aussi par rapport à un référentiel qui a pu changer. J'ai pas d'éléments d'appréciation vraiment à vous fournir sur cette périodicité et sur les 10 ans, si ce n'est que la sûreté, l'expertise, les inspections et le regard qui est porté par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur ces installations ne se fait pas que tous les 10 ans. Il y a tout un ensemble d'autres examens, d'autres inspections euh, d- qui sont faits tout au cours de la vie de l'installation. On ne se voit pas que tous les 10 ans avec les exploitants nucléaires. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Millet. Alors, je m'appelle Mickaël Mangeon, je suis docteur en sciences de gestion de l'école des mines Paris Tech et aujourd'hui je suis chercheur associé dans un laboratoire lyonnais qui s'appelle Environnement, Ville, Société. Et mes travaux portent sur la sûreté nucléaire, le retour d'expérience des incidents et accidents, l'élaboration de la réglementation, et puis je travaille très régulièrement avec des organismes en charge de ces questions, donc notamment la SNR, vous venez d'avoir une belle présentation à l'instant. Je fais partie effectivement d'un comité de la donnée lié au débat public sur les EPR2 de budget. Et l'idée de ce comité, c'est au regard des questionnements qui peuvent se poser, par exemple, lors des réunions publiques, de pouvoir se gréer sur certaines questions et pouvoir, à travers un petit collectif de quelques personnes, issus de ce comité de la donnée, donc moi-même et puis d'autres experts, certains de l'ASNR, d'autres du CNRS par exemple, de pouvoir produire en réaction à des questionnements, des possibles controverses qui se posent dans le débat public, pouvoir produire une petite synthèse sur ces questions au regard de l'état de l'art scientifique et technique. Donc possiblement lors du débat, le comité de la donnée sera mandaté pour faire ce petit travail ou se mandatera lui-même pour faire ce petit travail de clarification de certains sujets techniques qui pourraient être un peu centraux sur le débat au fil des réunions du débat. Voilà un petit peu pour la présentation. Alors, sur cette première photo, c'était juste aussi pour vous rappeler quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que cette centrale du budget, elle est ancienne. Là, on parle de PR2, on parle du début des années 2040 pour le début d'exploitation de ces EPR2, mais vous avez des réacteurs qui sont là pour le premier a démarré en 1972. Et là, vous avez une image de ce tout premier réacteur qui était encore en construction au tournant des années 60-70. Donc c'est pour aussi vous dire que c'est un site qui est, dans l'histoire du nucléaire français, relativement ancien, sur lequel pourraient être construits donc, ces nouveaux réacteurs, et on pourrait se retrouver avec 3 générations différentes de réacteurs. Ce plus vieux réacteur qui est aujourd'hui arrêté depuis un petit moment, depuis les années 90, les 4 autres réacteurs qui sont actuellement en exploitation, et puis peut-être de futurs EPR2. Alors, peut-être pour revenir aussi sur des choses que vous connaissez, en tout cas de nom, mais pour vous dire aussi que la réalité du risque nucléaire, on en a pas mal parlé, elle se matérialise parfois par de véritables accidents. Vous connaissez sans doute Fukushima, Tchernobyl, et là je vous ai mis quatre de ces accidents, on pourrait dire les plus marquants, soit parce qu'ils ont fait évoluer des pratiques en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection, donc tout ce qui est la gestion du risque nucléaire, soit parce qu'ils ont eu des conséquences majeures en fait sur l'environnement ou les personnes. Pour les 2 premiers, les plus vieux, donc dans les années en 1957 par exemple au Royaume-Uni, vous avez un accident sur un réacteur qui produit du plutonium pour la bombe atomique qui s'appelle Windscale et qui va entraîner notamment des rejets dans l'environnement, alors assez localisés, mais à l'époque on va par exemple interdire de consommer du lait dans une zone assez restreinte autour de la centrale. Vous avez Three Mile Island aux États-Unis en 1979, où là, vous avez un accident sur un réacteur qui ressemble aux réacteurs français aujourd'hui, donc un réacteur à eau pressurisée. Mais vous avez très peu de rejets dans l'environnement et toutefois une grosse panique en fait de la population autour du site et donc un accident quand même qui sera considéré comme important dans l'histoire du nucléaire. Et puis les 2 plus connus, ceux que vous connaissez sans doute, l'accident de Tchernobyl en 86 en Ukraine et puis Fukushima en 2011 au Japon, avec pour les 2 cas des rejets dans l'environnement importants
Et pour le cas de Tchernobyl, des conséquences sanitaires également importantes, des conséquences sanitaires qui peuvent être directes pour les intervenants, sont ceux qu'on a appelés, c'est un terme que vous avez peut-être entendu parler, les liquidateurs, c'est-à-dire les personnes qui essaient de contenir l'accident nucléaire, d'éviter qu'il s'aggrave encore plus, eux qui ont reçu des doses de radiation très importantes, mais aussi pour les populations en Biélorussie, en Ukraine notamment, avec des incidences en matière de cancer, de leucémie, qui ont été revues à la hausse liées à cet accident. Et dans les deux cas, des évacuations assez massives de populations autour des sites, avec des zones encore, pour certains endroits autour des sites, qui sont encore inaccessibles aujourd'hui, par exemple à Tchernobyl, alors que ça fait 40 ans, près de 40 ans que s'est déroulé l'accident. Ces accidents, ils ont des causes variées. Pour Fukushima, d'abord un très gros séisme, puis un tsunami qui inonde le site. Pour Tchernobyl, des défaillances humaines, organisationnelles, et puis des problèmes de conception du réacteur. Pour Three Island, par exemple, une succession de petites défaillances humaines, matérielles. Et c'est aussi pour vous dire qu'on peut avoir des accidents dans des pays assez variés, sur des types de réacteurs assez variés. Et je vous ai rappelé aussi, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure, l'idée qu'il y a une échelle de classement de ces accidents qui va de 0 à 7. 0, c'est pour des écarts. Par exemple, en 2023, en France, vous avez 1010 écarts, c'est-à-dire des événements qui sont classés sur une année, plus de 1000 sur les installations nucléaires, classés au niveau 0. Et là, vous avez pour ces événements-là des classements importants, donc Fukushima 7 sur 7, Tchernobyl 7 sur 7, donc le maximum de cette échelle de classement des événements. Et puis pour Windscale et Three Island, 5 sur 7. Donc c'est des événements importants qui ont permis aussi de progresser en matière de sûreté nucléaire et de gestion des risques, même s'ils ont eu des conséquences pour certains, Tchernobyl notamment, assez désastreuses. En France, on n'a pas eu d'accident de cette ampleur, de ces ampleurs, mais je vous ai mis deux exemples d'événements importants qui, à leur époque, ont marqué les esprits. Le premier, c'est en 1969, sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, au bord de la Loire, où on a un problème de refroidissement d'un réacteur qui est aujourd'hui arrêté, lié aussi à une erreur humaine qui va entraîner la fusion du combustible. C'est-à-dire que l'uranium à l'intérieur du cœur du réacteur était mal refroidi et va fondre. Ça va entraîner des rejets, alors essentiellement dans le réacteur, mais aussi un peu à l'extérieur, assez limités, mais on parle vraiment d'un accident nucléaire, pour le coup, pour cet événement. Et en 1999, un autre exemple qui va nous intéresser pour la suite de la présentation, c'est la tempête Martin, donc la tempête du siècle, pour celles et ceux qui ont connu, et donc des vagues dans l'estuaire de la Gironde qui vont inonder la centrale du Blayais. Et là, on va avoir des systèmes de sûreté qui vont être hors service. Alors, il n'y aura pas de rejet radioactif hors de l'installation, mais on va fortement réévaluer le risque inondation sur les installations françaises. Et j'en viens à ce risque inondation et au cas du budget. Donc, si vous habitez au bord du Rhône ou de l'Ain, ou de la rivière Nain ou du fleuve Rhône, vous avez peut-être entendu parler du risque inondation, évidemment, pour votre domicile. Et en gros, pour réglementer l'urbanisme, on a des plans de prévention des risques inondation qui vont, in fine, dire si oui ou non une zone est constructible face au risque inondation. Et la base de travail pour cette cartographie d'urbanisme, c'est ce qu'on appelle la crue centenale. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Donc, la crue centenale, c'est l'idée que c'est une crue qui a un risque sur 100 de se produire par an. Donc, c'est une notion statistique qui est fondée sur des événements du passé, des simulations, par exemple. Ça signifie pas du tout que cette crue, elle se produit une fois tous les 100 ans, comme on peut parfois le penser, mais c'est un risque statistique sur 100 par an de se produire. Et cette crue centenale, elle sert finalement de base d'un point de vue réglementaire pour protéger votre maison, une école par exemple, de l'inondation. Et parfois aussi, pour les cartographies, on parle de crues extrêmes ou exceptionnelles. Et là, on parle d'un risque sur 1000 par an de se produire. Parfois, on modélise cette crue, mais elle n'a pas de caractère réglementaire. C'est-à-dire, votre maison est protégée a priori contre une crue centenale si vous habitez au bord du Rhône ou au bord de l'Ain, mais pas pour une crue millénale, qui est une crue plus importante. Et ce niveau quantifié de risque, et je vais venir au nucléaire juste après, c'est un choix politique. C'est-à-dire, on choisit de protéger la population pour un risque centenal. On aurait pu dire... Oui. C'est un problème de branchement. On a Ouais, aussi, monsieur Mongeon. Vous m'avez perdu? Oui, mais ça revient. Peut-être lors des temps. On a juste raté une seconde ou deux. Et bon, vous pouvez continuer. Bon, j'ai rien fait. Ok. Donc, je disais que c'est un choix politique, ce niveau de risque. Le choix pourrait être millénal, le choix pourrait être décennal, mais si on prenait par exemple un choix millénal, ça impliquerait de rendre de nombreuses zones inconstructibles. Et puis si on prenait un risque, par exemple décennal, une fois tous les 10 ans, on prendrait des risques très importants pour les populations.
Là, je vous ai mis juste sur ce cas-là précis, vous avez à droite un petit zoom sur la centrale nucléaire du Bugey et vous voyez qu'avec ces règles d'urbanisme classiques, pour une crue centenale ou une crue millénale par exemple, bah, la centrale elle est hors d'eau, vous avez les lignes d'eau en bleu et donc c'est juste pour vous donner une indication que pour ce niveau de risque-là, la centrale a priori n'a pas de souci particulier. Tout ça pour dire que la sûreté nucléaire, elle est gérée différemment. On a des règles différentes et on a notamment des guides de l'autorité de sûreté nucléaire. Là, vous en avez un qui a été publié en 2013 sur le risque inondation. Et ces guides présentent, par exemple pour ce cas-là, mais vous en avez d'autres pour le séisme, vous avez parlé un petit peu du séisme tout à l'heure. Ce guide pour l'inondation, par exemple, il propose de prendre des scénarios, cette fois-ci non pas centenaux ou millénaux, mais décamillénaux. Ça veut dire que c'est un risque sur 10 000 par an de se produire. Donc les experts qui vont échanger avec EDF, les experts de la SNR, vont essayer de définir ces scénarios très extrêmes d'inondation. Encore une fois, cette valeur de 1 sur 10 000 par an, c'est la limite d'un risque acceptable au regard de l'événement redouté. On considère que, de manière un peu schématique, c'est plus important de protéger la centrale nucléaire qu'une simple habitation. Et donc c'est pour ça que le niveau de risque qu'on cherche à atteindre est plus extrême. Et le niveau de risque contre lequel on doit protéger les centrales, puisque, in fine, la centrale nucléaire, et notamment les futurs EPR2, seront protégés contre ce niveau de risque pour l'inondation. Ça peut être une protection, on va dire, on va mettre la plateforme, on va surélever la plateforme par rapport au Rhône, un peu plus que pour des habitations classiques, ou alors on va mettre d'autres dispositifs, par exemple des guides. Et pour revenir à cette histoire de réexamen décennal, bah effectivement, le risque inondation est régulièrement réévalué, que ça soit lors des réexamens tous les 10 ans, mais aussi potentiellement quand on a un événement ou de nouvelles données qui viennent questionner la manière dont on évalue ce risque. Peut-être, monsieur le vous demander je vais conclure. assez vite pour qu'on ait des questions. Merci. Je vais conclure. Et là, vous avez, donc, si vous avez regardé un petit peu le dossier du maître d'ouvrage, vous avez les scénarios, a priori, pris en compte pour le site du Bugey. Donc, un scénario d'une crue millénale du Rhône majorée de 30%. Donc, millénale, un risque sur 1000 avec une majoration pour essayer d'aller vers ce fameux risque décamillénal, donc un risque sur 10 000. Et puis, un scénario d'une rupture du barrage de Vouglan qui est sur l'Ain, avec des questionnements possibles sur l'impact du changement climatique sur ces niveaux d'inondation, puisqu'on sait que le changement climatique va entraîner des baisses de débit sur le Rhône, va entraîner des hausses de température, mais est-ce que ce changement climatique entraînera des inondations potentiellement plus fortes d'un point de vue des saisons? Ça sera à questionner. Et pour ma conclusion, l'idée est de rappeler donc la sûreté nucléaire postule la prise en compte de scénarios extrêmement rares pour protéger les centrales nucléaires, que à EDF et à la SNR, par exemple, pour le cas des EPR2 Bugey, on va chercher à évaluer ces scénarios, mais que ces scénarios ne se sont jamais produits en vrai. C'est-à-dire, on va construire des scénarios qu'on n'a jamais vus quelque part. Donc, on va se baser quand même sur l'existant, mais on va construire ensemble, collectivement, ce genre de scénario. Et ces scénarios sont élaborés sur des calculs, des modèles. Ils peuvent incorporer des majorations. Je vous ai parlé tout à l'heure de 30%, par exemple, sur une crue. Et puis, in fine, on va mettre des dispositifs de protection autour des installations. Et c'est aussi pour vous dire que la sûreté nucléaire, c'est une activité technique, scientifique, mais aussi sociale, puisqu'on va construire collectivement ces scénarios. On va essayer de se mettre d'accord sur ce que c'est un bon scénario. Et puis, c'est aussi une activité politique, parce que comme je vous ai dit, le niveau de risque, c'est un niveau de risque, un choix politique qui est fait par les instances politiques. Et malgré tout ce travail, il y a toujours des incertitudes. Et l'accident nucléaire reste, et on vous l'a dit, je pense déjà, et même EDF le dirait, une possibilité, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais une petite question sur les risques cascades. Si on a un problème sur un des réacteurs au Bugey, quels vont être l'impact sur les risques pour les autres réacteurs? Très bien. Alors, il y a deux sujets en un. Le premier sujet, c'est que on part du principe qu'une inondation, c'est un événement. Alors je ne vais pas utiliser des termes techniques, mais comme pour Fukushima, on part de l'idée qu'une inondation, elle peut toucher plusieurs réacteurs en même temps, déjà. Contrairement à certains autres risques. Si vous avez un risque très spécifique à l'intérieur de la centrale qui est pris en compte, on peut imaginer que, logiquement, si c'est, je sais pas, une vanne qui va avoir un problème à l'intérieur de la centrale, il y a peu de chances que ça se passe en même temps sur les quatre. Par contre, une inondation peut amener
une défaillance de l'ensemble de la centrale. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on peut imaginer plusieurs accidents de plusieurs réacteurs en même temps. C'est ce qui s'est passé avec Fukushima, avec plusieurs réacteurs qui ont vu leur cœur fondre en même temps. C'est le seul accident dans l'histoire où on a ce fonctionnement-là, et c'est lié au fait que l'aléa naturel, l'inondation liée au tsunami a touché l'ensemble de l'installation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on avait un accident sur un réacteur, de toute façon, en matière de gestion de crise, on serait déjà sans doute obligé d'arrêter l'ensemble des réacteurs à côté, d'évacuer la centrale et de gérer cet accident-là. Après, est-ce que un accident sur un réacteur peut impacter les autres réacteurs ensuite? Par exemple, le cœur d'un réacteur va fondre, ce qui va entraîner la fonte des autres cœurs. Ça, a priori, non. Il y a une enceinte de confinement, donc logiquement, le réacteur ne va pas exploser et impacter les autres réacteurs à côté. Par contre, on peut avoir, comme je vous l'ai dit, sur certains aléas naturels notamment, des risques cascades qui seraient pas vraiment cascades, mais en même temps de fusion de plusieurs cœurs de réacteurs, par exemple, donc plusieurs accidents en même temps. Si, on a une autre question ici. Je m'entendais. Moi, j'avais une question sur, donc, vous avez parlé à la fin du choix politique du niveau de risque. On a aussi parlé plus tôt de l'indépendance de la SNR. Je voulais juste savoir de façon plus claire, donc qui décide du niveau de risque acceptable? Est-ce que la SNR, c'est juste le contrôle de ces niveaux de risque que quelqu'un d'autre édicte? Et également, du coup, on a parlé d'indépendance de la SNR, mais est-ce que il y a vraiment une véritable indépendance? Est-ce qu'il n'y a quand même pas des moyens politiques ou socio-économiques, etc., de mettre une pression dans un sens ou dans un autre? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut être garanti de cette indépendance-là? Voilà, c'est deux questions en une. Ok, alors peut-être avant d'aller sur le niveau de risque, sur le dernier point, l'autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'en fait l'État a délégué à une structure indépendante la gestion des risques nucléaires, pour faire simple. Donc a priori, c'est en France un niveau d'indépendance très élevé. Comme sur les risques, le risque zéro n'existe pas, l'indépendance totale n'existe pas non plus. Je pense qu'il ne faut pas se voiler là-dessus. Par exemple, les instances de gouvernance de la SNR, le président, par exemple, de la SNR, sont nommés, donc est nommé par le président de la République. Donc, il y a de toute façon une forme de contrôle politique aussi des dirigeants, par exemple, de la SNR. Par contre, la SNR peut décider en toute indépendance de dire, bah, j'arrête le fonctionnement de telle centrale, au moins pour un moment, parce que je considère que le risque est très important. On peut imaginer que de toute façon, il y a des pressions politiques. Je pense qu'il ne faut pas être, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours aussi. Quand la SNR prend une décision qui est très impactante pour, je sais pas, par exemple, d'arrêter un réacteur, c'est déjà arrivé en 2017. La SNR avait décidé d'arrêter l'intégralité de la centrale du Tricastin pour faire des travaux de renforcement contre l'inondation, par exemple. Donc ça a été voilà, un moment où on a une perte financière liée à l'arrêt du réacteur très importante. On a l'exemple aussi récent de la corrosion sous contrainte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on a l'hiver 2022 arrêté des installations pour faire des travaux. Donc il y a cette indépendance pour le moment, elle est quelque part prouvée à travers ce type de décision. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des influences politiques, qu'il n'y a pas potentiellement aussi des pressions des ministères ou autres. Voilà, ça peut exister. Deuxième point, sur le niveau de risque, là je vous ai parlé de risques décamillénaux. Ce type de risque est défini depuis relativement longtemps dans des instances. Par exemple, vous avez des consortiums d'autorités de sûreté, quelque chose qui s'appelle la WENRA au niveau européen, qui a décidé, entre autorités de sûreté, entre dirigeants d'autorités de sûreté, que le niveau acceptable pour l'inondation était ce niveau-là, quoi. Donc un niveau décamillénal. Donc logiquement, c'est plutôt les autorités de sûreté qui ont la délégation politique, un mandat politique pour faire la sûreté, qui définissent le niveau d'acceptabilité du risque. De même que ces autorités de sûreté vont prendre des décisions sur oui ou non, est-ce que ce qu'EDF me propose est acceptable ou pas. Donc elles ont finalement une vocation aussi de prendre ce type de décisions en lien avec la sûreté, mais qui sont des décisions quand même politiques. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que les personnes qui n'ont pas encore parlé peuvent nous préparer une ou deux questions, s'il vous plaît? Bonjour, on a parlé inondation, mais est-ce que les mêmes études ont été menées pour des sécheresses? Oui. Alors, je suis moins spécialiste des sécheresses, mais de la même façon, on a des débits
d'étiage extrêmes qui sont basés sur des scénarios de la même façon, définis collectivement. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé du cas de la sécheresse qui est presque plus, on va dire, un problème d'exploitation du réacteur, de rejet dans l'environnement, de hausse de baisse du niveau du débit du fleuve ou de hausse de la température du fleuve. La sécheresse est presque plus un problème d'exploitation du réacteur, d'exploitation normale, que de sûreté. Mais effectivement, pour la sûreté, il y a quand même besoin d'avoir un débit minimum d'eau, et ce débit minimum est fixé selon des principes assez similaires. Tout à l'heure, vous avez parlé séisme un petit peu. Le séisme est aussi, alors c'est des méthodes différentes, mais défini le séisme maximum contre lequel doit se protéger une centrale est également défini selon des principes relativement similaires. Par exemple, pour le séisme, vous allez définir des zones sismotectoniques homogènes. Dans ces zones, vous allez regarder tous les vieux séismes qui se sont produits et vous allez choisir le séisme le plus important sur la zone. Vous allez le disposer sous la centrale dans un calcul et ensuite vous allez lui ajouter une majoration, et c'est ce séisme qui va servir de référence pour protéger la centrale. Donc c'est une méthode un peu différente, mais on cherche toujours, par des méthodes parfois différentes, qui peuvent être statistiques, qui peuvent être historiques ou autres, à définir le plus fort possible sur la centrale. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si c'est du ressort de votre expertise. Par rapport aux intrusions, je ne parle pas des intrusions bienveillantes d'éco-terroristes, mais du groupe Greenpeace, comme on en a vu avant, mais je parle d'intrusions de groupes ou de personnes moins bienveillantes. Alors, de la même façon, alors là, pour le coup, c'est pas du tout mon domaine, mais alors c'est un domaine un peu à part, qu'on parle plutôt de, je pense qu'il me semble que vous avez vu ces notions de sécurité. Ça, alors, c'est un peu problématique pour la sûreté et la sécurité, parce que tout ce qu'on appelle sécurité en dehors du nucléaire, pour le nucléaire, ça veut dire la sûreté. Là, c'est l'inverse. Par exemple, je sais pas si si vous regardez je sais pas, vous allez dans les transports en commun, on va vous parler plutôt de sûreté ferroviaire. Ça va être les gens qui vont arrêter, par exemple, un possible criminel dans le train, quoi. Là, pour la sûreté, c'est différent. La sûreté, c'est la protection contre un accident nucléaire. La sécurité, c'est ce dont vous venez de parler. Et les intrusions malveillantes en font partie. Alors, on peut imaginer plein de choses, hein. Soit effectivement un groupe terroriste qui rentrerait sur une centrale. Et là, vous avez sur les sites des dispositifs de gendarmerie spécifiques liés à ce risque-là. Mais aussi, on peut imaginer des scénarios potentiellement plus problématiques, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans la centrale et qui ont des intentions malveillantes, c'est-à-dire qui sont déjà sur le site, qui n'ont pas besoin d'y rentrer. Voilà. Donc là, quand vous travaillez dans le nucléaire, vous avez très régulièrement des enquêtes aussi sur les personnes qui y travaillent, par exemple. Alors, je pourrais pas vous donner beaucoup plus de détails. Et en plus, si j'en avais, je sais même pas si je pourrais vous les donner en matière de secret. Mais en tout cas, c'est des risques aussi qui sont effectivement pris en compte au sérieux parce que ils peuvent effectivement, ça peut être très problématique d'avoir peut-être plus pour le second risque que le premier, c'est-à-dire quelqu'un en salle de commande qui dérape ou qui a des intentions malveillantes, effectivement. Je pense que ça, c'est une question à poser à EDF. Je pense qu'il pourrait vous donner des informations un peu plus précises, bien que pas trop précises. On a encore une petite question ici. Non, moi, je suis toujours sur le terrorisme, en fait. Et j'imagine, tout à l'heure, on me disait si un avion se crache sur une centrale nucléaire, voilà, il n'y aurait pas de risque. Mais qu'est-ce qui se passe si cet avion va sur un centre qui détient justement tous les déchets, tout ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe si Boeing 747 tombe sur des lieux de stockage, quoi? Je rajoute, Monsieur Mondon, on en avait parlé avec le groupe citoyen, il me semble, dans les sessions précédentes, d'autant plus qu'il y a la proximité avec l'aéroport de Saint-Exupéry, là, sur le G. Absolument. Alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la chute d'avion. Effectivement, il y a des règles spécifiques sur la chute d'avion. Le PR2, en tout cas, est protégé contre, par exemple, la chute accidentelle d'un avion commercial. Donc voilà, il y a des dispositifs spécifiques pour prendre en compte ces risques-là. Après, sur les déchets et les stockages, effectivement, il y a potentiellement, alors à Bugey ou potentiellement sur d'autres sites, des questions qui peuvent se poser. Mais là, je pense que le mieux, encore une fois, c'est de poser la question à EDF. Pas parce que je veux pas vous répondre, mais parce que je n'ai pas la connaissance nécessaire
pour vous dire des choses, pour vous rassurer ou au contraire vous inquiéter, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre plus en détail. Est-ce que nous avons encore une ou deux questions dans la salle qui souhaiteraient prendre la parole encore? Profitons-en, on a notre dernier intervenant qui est là, on va bientôt le libérer. Il reste quelques minutes. Profitons de sa présence pour encore une ou deux questions. Allez, Oli. Du coup, je voulais savoir, pour aller encore plus loin que cette affaire de terrorisme, enfin, est-ce qu'on est réellement protégé face au terrorisme ou quelque chose comme ça? Moi, je me demandais, au-delà de ça, est-ce que, par exemple, dans un scénario complètement dystopique de guerre, on se doute bien qu'une centrale nucléaire serait une cible privilégiée. Du coup, bah, est-ce qu'on étudie aussi ce risque-là potentiellement? Alors, est-ce qu'on l'étudie par des dispositifs spécifiques? Je ne sais pas. En tout cas, on a vu en Ukraine que c'est un sujet. Vous avez une centrale nucléaire qui était ukrainienne, qui est occupée par les Russes aujourd'hui et sur lequel il y a très régulièrement soit des drones qui passent, qui s'écrasent à proximité, soit des tirs pas loin. Alors, j'ai envie de dire, une situation comme celle-ci, pour qu'elle dérive en accident nucléaire, c'est pas en tirant, par exemple, la mitraillette sur un bâtiment réacteur que vous allez faire un accident nucléaire. Par contre, je pense que la situation de guerre, alors à la fois pour les impacts directs sur la centrale, elle pose question, mais c'est aussi sur la gestion à long terme. Là, vous avez par exemple en Ukraine, la centrale, peut-être qu'elle n'a pas un risque imminent d'accident, notamment parce qu'elle est arrêtée à l'arrêt depuis un moment et que le combustible s'est refroidi, donc les risques diminuent. Mais par contre, ça pose vraiment une question sur la pérennité de ce type d'installation. D'autres aussi, hein, les barrages, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, dans une situation de guerre, quoi. Puisque la centrale, déjà, elle ne produirait plus d'électricité, donc sa fonction première n'existerait plus. Et effectivement, il est nécessaire toujours, en fait, qu'elle ait de l'électricité. Ça aussi, c'est la spécificité d'une centrale, c'est qu'elle doit toujours avoir de l'électricité, peu importe sa situation. De l'électricité pour faire fonctionner ses pompes, pour amener de l'eau, pour évacuer l'eau. Donc, c'est ce qui se passe en Ukraine, notamment sur la centrale de Zaporizhia, c'est qu'elle doit toujours avoir une ligne électrique qui fonctionne. Et finalement, le bombardement des lignes électriques est pour le coup très simple. Autant bombarder une centrale nucléaire, le cœur d'une centrale, c'est très compliqué. Autant bombarder une ligne électrique ou une ligne RTE en France, c'est relativement simple. Donc c'est ça aussi qui est complexe sur un site. Et c'est pour ça que les sites nucléaires en France et à l'étranger disposent de dispositifs, par exemple des diesels de secours ou autres. Au cas où les lignes électriques extérieures ne fonctionnent plus, on fait fonctionner la centrale sur ses propres ressources, mais qui sont limitées dans le temps. C'est-à-dire on ne va pas utiliser des diesels pendant 6 mois. C'est pour quelques temps. Donc ces questions-là, elles sont, je ne sais pas si elles sont réfléchies en matière de scénario de guerre. En tout cas, elles sont réfléchies individuellement sur certains cas. Ça, c'est une certitude. Mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'il nous reste une dernière question? Allez, encore une, et puis il sera temps ensuite de remercier l'ensemble de nos intervenants. Je voulais savoir si on peut quantifier la. C'est bon. Je voulais savoir si on pouvait quantifier en fait la différence donc de danger et de risque d'une centrale nucléaire, d'un équipement nucléaire, par rapport aux autres usines et bâtiments, notamment Seveso, qui sont aussi dangereux, qui peuvent aussi avoir des impacts. Est-ce qu'on utilise la même échelle pour jauger voilà, le danger et le risque? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut les comparer facilement? Parce que du coup, on parle beaucoup du nucléaire, mais il y a beaucoup aussi d'autres industries en France qui sont polluantes, dangereuses, s'il y a les mêmes questions. Merci. Effectivement. Alors deux choses. Historiquement, le risque nucléaire ou l'idée du risque nucléaire provient de loin et des bombes nucléaires. Donc c'est aussi pour ça que dès le départ, on a pris des précautions quand même très fortes. Déjà parce que les populations étaient inquiètes sur le sujet. Et deuxièmement parce qu'on savait bien que si on ne maîtrisait plus un réacteur nucléaire, ça pouvait avoir des conséquences importantes à l'époque sans avoir encore vu ce que ça pouvait avoir comme conséquence. On l'a vu maintenant avec Tchernobyl, qui est le pire accident nucléaire. Si ce n'est qu'effectivement, si historiquement on reprend certains événements, que ce soit des grosses ruptures de barrages ou des accidents industriels très forts, je pense à Bhopal en Inde par exemple, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, il me semble.
on est sur des accidents qui ont sans doute fait plus de morts que Tchernobyl, par exemple. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour moi, on ne fait pas d'intercomparaison. Et ça serait compliqué, en fait, d'intercomparer les risques pour une raison simple. Sur quels critères on se baserait? Est-ce qu'on se base uniquement sur le nombre de morts, par exemple? Et dans ce cas-là, effectivement, il y a énormément d'autres industries qui sont plus meurtrières que le nucléaire. Même l'aéronautique. Vous avez plus, voilà, il y a plus de morts liées à l'aéronautique, aux problèmes d'aviation, qu'aux accidents nucléaires. Par contre, on peut aussi dire que le nucléaire, c'est pas que des morts, c'est des territoires contaminés, donc c'est un impact sur la faune et la flore, par exemple, les écosystèmes, l'eau, c'est des déplacements de population, c'est des choses que vous n'allez pas aller voir, vous n'allez pas avoir potentiellement sur un accident Céveso, où vous allez voir peut-être une contamination locale. Vous avez un exemple en France avec AZF en 2001. On peut habiter aujourd'hui dans la zone, c'est autour d'AZF, et pourtant il y a eu des morts et c'était un accident très important. Alors que le nucléaire, potentiellement, vous n'allez peut-être plus jamais habiter dans la zone contaminée ensuite. Donc voilà, c'est difficile à comparer parce que in fine, les résultats sont pas les mêmes et c'est pas forcément que le nombre de morts qui compte, c'est peut-être d'autres choses. Donc il faudrait pondérer avec plein de critères différents. Et un autre sujet de pondération possible, c'est effectivement les avantages liés à la technologie, quoi. Pour le nucléaire, la question du CO2. Pour d'autres industries chimiques polluantes, peut-être qu'elles produisent des biens de consommation ou autres qui ont un intérêt important. Donc il faudrait pondérer énormément de critères pour pouvoir intercomparer. Et c'est pour ça que moi je suis mal à l'aise avec la seule intercomparaison sur le nombre de morts, qui pour moi est un critère parmi potentiellement d'autres. Je réponds pas très. Voilà. En gros, pour répondre qu'il n'y a pas pour moi aujourd'hui de travaux d'intercomparaison multicritères très poussés sur les différents risques. Et c'est assez compliqué parce que c'est aussi très individuel, c'est aussi beaucoup de perception sur ces questions. Pas que des chiffres, c'est aussi la vision qu'on en a individuelle.